Donc, cette session va être enregistrée. Merci à tous d'être présents. Julie Collin de la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis en charge de l'animation du volet déchets du SRADET sur la partie ex-Aquitaine, excepté la Dordogne. Merci pour votre participation. On a plus de 140 inscrits à ce groupe de travail ce matin. Donc, je vous remercie de couper vos micros et vos vidéos. Nous, on a la possibilité de couper vos micros, mais pas vos vidéos. Donc, voilà, pour avoir une meilleure bande passante. Vous avez la possibilité également de poser vos questions via le chat. Voilà, c'est le seul moyen pour poser vos questions. N'hésitez pas, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de l'intervention et également à la fin. Il y aura un temps d'échange. Donc, je remercie Claire Mathieu et Delphine Mazabrar pour leur présence et pour leur présentation ce matin. J'excuse Nadine Teyou, qui est également animatrice du volet déchets du SRADET, voilà, qui n'est pas là et qui intervient sur l'ex-Poitou-Charentes. Et je laisse le soin à Nathalie et Patricia de se présenter également. Je ne sais pas si Patricia est là, mais bonjour à tous. Donc Nathalie Paillet. On t'entend plus. Allez, tu m'as coupé la chic. C'est ça, pardon. Oui, donc Nathalie Paillet, je suis l'homologue de Julie Collin, chargée de mission animation de proximité sur le volet déchets du SRADET, sur la partie ex-Limousin, donc les départements de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, ainsi que celui de la Dordogne. Et donc, je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux et qu'il y a aussi du coup des syndicats de chacun de nos territoires qui sont présents aujourd'hui. Je laisse Patricia, si tu es là. Donc, Patricia Fortin est en charge de la coordination. Ah, vas-y. Je suis là. Donc, Patricia Fortin, je suis chargée de mission en service déchets économie circulaire. Je suis en particulier en charge de la coordination de la mise en œuvre du volet déchets du SRADET. Et moi, je suis sur le site de Poitiers. Merci. Donc voilà, donc petit rappel, n'oubliez pas de désactiver vos caméras, vos micros, et je laisse le soin à Monsieur Arnaud Guéguin, directeur de l'environnement, de faire l'introduction. Merci. Merci beaucoup Julie. Bonjour à toutes et à tous et voilà, un grand merci de votre présence ce matin pour cette réunion technique sur les dépôts sauvages. Voilà, la région est, comme chacun d'entre vous le sait, désormais en charge de la planification, de la prévention et de la gestion des déchets. Il s'est doté d'une équipe d'animation dont vous avez pu commencer à faire connaissance avec la présence de Julie Collin, Nathalie Paillet et Patricia Fortin, et j'associe Nadine Teyou, qui n'est pas là ce matin, mais qui fait partie des 4 animatrices du volet déchets du SRADET. Donc, c'est une deuxième journée technique organisée par la région, après celle organisée en 2021 sur les TMB. Voilà, c'est une journée spécifique sur les dépôts sauvages qui amènera à plusieurs autres réunions. Pourquoi ce sujet des dépôts sauvages? Le premier, c'est que c'est un sujet qui concerne un certain nombre d'entre vous et d'une façon assez concrète et opérationnelle, à la fois sur la question liée à la question de la police salubrité des polices du maire et de la compétence des EPCI. Et puis, c'est aussi pour la région un sujet important dans la mesure où, si ça vous a échappé, la région a lancé la modification du volet déchets du SRADET lors de la séance plénière de décembre. Donc, et dans le cadre de cette modification, une modification qui sera vraiment très limitée, il y a la question des dépôts sauvages. Et donc, voilà, ces journées thématiques techniques sur cette question des dépôts sauvages permettra de nourrir la réflexion de la région sur
les modifications du SRADET et intégrera du coup voilà, tout le travail que vous pourrez mener au cours de cette réunion et des prochaines réunions sur la question des dépôts sauvages. Ça éclairera le rôle de la région en sa qualité de planificateur de la prévention et de la gestion des déchets. Voilà, je ne serai pas plus long que ça. Vous remercier toutes et tous pour votre présence et votre participation et remercier aussi effectivement, comme l'a fait Julie, les participants et notamment Amorce qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne matinée de travail. Merci. Eh bien, écoutez, je laisse directement la main à Delphine et Claire alors, pour cet échange. Merci à vous. Bien, merci. Donc effectivement, nous sommes là aujourd'hui à la demande effectivement de la région qui est adhérent chez Amorce. Donc simplement peut-être pour vous rappeler en quelques mots. Amorce aujourd'hui, c'est une association qui représente les collectivités territoriales engagées dans la transition écologique, puisqu'on intervient sur les 3 thématiques que sont les déchets, l'énergie et l'eau. Une nouveauté sur cette année 2022 avec le choix de notre Assemblée générale qui est d'aller sur la propreté et la transition écologique. Donc ça prolonge le travail que l'on réalisait déjà, notamment sur les dépôts sauvages chez Amorce et sur l'approche propreté et TE que l'on va retrouver tout au long de l'année. Donc comme vous le savez, Amorce, c'est un réseau de 1000 adhérents répartis sur la totalité du territoire français, qu'il soit métropolitain ou ultramarin, 2 tiers de collectivités de tout niveau. Donc je vois pas mal d'adhérents parmi vous aujourd'hui, que ce soit la région, mais également beaucoup de syndicats déchets ou encore des agglos que l'on va retrouver, des EPCI qu'on va retrouver membres du réseau Amorce. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on nous a demandé d'aborder avec la région, c'est la question des dépôts sauvages. Donc je suis avec Claire Mathieu, qui est donc au sein du pôle juridique, et je suis donc Delphine Mazabrar, qui suis la responsable de ce pôle. Et donc on va vous faire une intervention à 2 voix sur cette thématique des dépôts sauvages. C'est une première approche, vous allez le voir, c'est une notion qui est assez compliquée, soit du point de vue juridique, parce qu'il y a un entrelacement des différentes notions et des différentes polices, on va le voir, mais également dans la pratique, parce qu'aujourd'hui, c'est une incivilité extrêmement présente sur les territoires et qui est en fait beaucoup plus compliquée à gérer qu'il ne peut y paraître. Et ça, je sais que vous êtes déjà bien tous au fait de cette difficulté que l'on rencontre sur les territoires. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de cette présentation. Il y a beaucoup de notions, donc n'hésitez vraiment pas. On essaiera de les prendre avec Claire au fur et à mesure, mais également à des moments dédiés. Donc on vous répondra à l'oral, bien entendu, mais également dans le chat avec Claire. On essaiera de bien répondre à toutes vos questions. Si au cas où on en oublie, n'hésitez pas soit bien entendu à les reposer ou également à nous les retransmettre par mail après. S'il y a des situations aussi, des fois, qui sont des situations très particulières sur votre territoire, on n'aura peut-être pas le temps de tout traiter. Donc n'hésitez pas également, vous aurez nos coordonnées mail à la fin de cette présentation. Donc, je commence par cette étude ADEME, juste pour rappeler quelques principaux résultats de l'étude qui avait été lancée en février 2019 sur la caractérisation de la problématique des dépôts sauvages, enfin des déchets sauvages. Donc, cette notion qui veut tout et rien dire, un déchet sauvage, ça va être tous les déchets qui sont déposés finalement de manière irrégulière, et on va y revenir parce qu'il y a finalement plusieurs notions qui s'entrechoquent. Donc, les principaux résultats de cette étude ADEME qui avait été lancée, tout d'abord, c'est tous les habitats sont concernés en termes de typologie, avec une très grande variété de typologies de déchets. De manière plus fréquente que l'on va retrouver, c'est les déchets diffus, donc les sacs d'OMR, les sacs plastiques, les mégots de cigarettes. Ce qu'on pourrait rajouter malheureusement maintenant, c'est les masques. Alors, février 2019, forcément, il n'y avait pas encore cette donnée-là, mais il y a beaucoup de masques qu'on retrouve sur la voie publique notamment. Mais également des déchets volumineux. Donc clairement des déchets, on va dire, plutôt du quotidien. Et deuxièmement, les déchets volumineux dans lesquels on va retrouver principalement tout ce qui est encombrant et également les déchets inertes, donc tout ce qu'on va appeler les déchets du BTP, globalement, que l'on va retrouver. Sur les déposants, on a pour 1/3 les habitants du territoire et pour près d'un quart les professionnels. Et après, globalement, ça va plutôt être des déposants qui sont de passage. Donc, soit parce que c'est des collectivités voisines et donc c'est une route passante. C'est une problématique qu'on connaît beaucoup en bord de route départementale notamment. Mais également des touristes qui peuvent effectivement donc, déposer aussi ces dépôts sauvages. Majoritairement, c'est les services de la commune aujourd'hui qui collectent les dépôts sauvages à 57%. Puis après, on retrouve la structure en charge de la compétence collecte, que ce soit l'interco ou le syndicat.
Et enfin, de manière beaucoup plus anecdotique, on va retrouver des prestataires privés ou des autres acteurs qu'on va pouvoir retrouver sur les territoires, notamment avec les opérations de nettoyage qu'on connaît du point de vue, qui sont lancées par des structures type association et qui engagent la population sur un territoire pour sensibiliser et nettoyer une zone. Alors, avec Claire, on a déterminé 4 questions qui nous semblent être les questions finalement qu'il faut se poser. Et je vous invite à vraiment bien les garder en tête dans cette présentation, mais surtout pour après, pour savoir ce que vous voulez faire sur votre territoire. Si on résume les questions à se poser, la première, c'est qui est compétent pourquoi ? C'est-à-dire faire un espèce d'état des lieux finalement de la compétence sur le territoire. Et on va voir que finalement, ici, on va avoir un entrechoc entre 2 notions. La notion de la compétence et la notion de la police. Et on va voir que sinon, c'est ces 2 notions-là qu'il faut bien clarifier. Donc, qui est compétent entre la commune, l'intercommunalité, l'État, une autre collectivité. Par exemple, on peut trouver l'acteur qui est le conseil départemental sur les dépôts sauvages en bord de routes, par exemple, départementales. Donc, la première question à se poser, c'est quel est le champ de compétences possible de ma brigade que je vais mettre en place, Alors, brigade, ça va être un terme qu'on va utiliser, mais qui veut tout et rien dire, on le sait, ça peut être 1 agent, 2 agents, 3 agents, peu importe la module que vous choisissez, mais en gros, qu'est-ce que j'ai en termes de compétences qui vont me permettre d'agir ? Deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux faire uniquement la constatation pénale ? Est-ce que je veux faire de la sensibilisation ? Est-ce que je veux faire donc de la logique prévention-sensibilisation ? Est-ce que je veux avoir un objet de cette brigade qui est plus large ou uniquement sur les déchets ? Donc par exemple, est-ce que je vais avoir une police qui va également faire de l'infraction routière, de l'infraction à la nuisance, de l'infraction sur la dégradation de la bien public, et ainsi de suite ? Parce que selon le champ finalement de l'action que je veux engendrer, je ne vais pas avoir les mêmes agents compétents et je ne vais pas avoir cette même logique-là. Donc, deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux faire sur mon territoire ? Troisième question, en réponse de qui est compétent sur mon territoire et qu'est-ce que je veux faire, quel agent je vais devoir me doter finalement pour pouvoir agir ? Donc, quels sont les agents spécifiques qui cochent finalement tous les 2 premiers points par rapport à ma compétence et ce que je veux en faire ? Et enfin, dernière question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je vais permettre de faire à ces agents ? Donc, c'est-à-dire quels outils je vais mettre à leur disposition, quelles actions ils vont pouvoir engendrer. Donc ça, c'est la question du champ d'action de cette brigade. Et donc, c'est ces 4 points-là qui permettent ensuite de déployer une brigade efficace, qu'elle soit composée d'une seule personne ou d'une multitude d'agents. Et c'est vraiment cette logique-là qui me permettra d'avoir une cohérence dans l'action que je veux déployer sur mon territoire. Pardon. Donc, la première question, c'est effectivement les définitions et les autorités de police. Donc, vous le savez, en matière juridique, il y a 2 grands types de police. Donc, tout d'abord, on a ce qu'on appelle la police administrative et, deuxièmement, la police dite judiciaire. Donc, la police administrative, elle a pour but de maintenir l'ordre public. Donc, c'est une police de prévention, mais également d'intervention et de sanction, mais elle a un objectif, un seul, qui est faire cesser un trouble à l'ordre public. Généralement, cette police administrative, c'est la police du maire. Classiquement, c'est ce qu'on a en tête dans les territoires. La police administrative, ce qu'on appelle nous la police administrative générale, on va y revenir, c'est le maire qui a pour but d'assurer le bon ordre, finalement un ordre public serein sur son territoire. De l'autre côté, on a un autre type de police qui s'appelle la police judiciaire. La police judiciaire, elle est là pour punir. Donc elle n'est pas là pour faire cesser quelque chose, mais elle est là pour punir un acte en particulier. Donc elle, c'est la police de la recherche, c'est la police effectivement qui va rechercher les preuves, qui va rechercher les auteurs d'une infraction déterminée pour y appliquer des sanctions. C'est-à-dire il y a bien une infraction qui est qualifiée et c'est la PJ qui va pouvoir intervenir. PA, PJ, on va y revenir. Bien entendu, vous aurez tous les supports de présentation qui vous seront donnés après cette intervention. Donc, la PJ, donc, elle est là pour rechercher, constater les infractions pénales, c'est ce que je vous dis, c'est une logique répressive. Donc globalement, en matière de PJ, vous le savez, on a le maire qui est officier de police judiciaire, tandis que la police administrative, elle est dans une logique un petit peu différente. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les slides, mais vous aurez bien entendu. On verra après tout à l'heure qu'il y a plusieurs agents qui vont pouvoir agir. Bien sûr, il y a les officiers de police judiciaire, donc les officiers de gendarmerie, les commissaires de police, les agents de police judiciaire, avec les agents de police municipale, par exemple, les gardes champêtres,
On a aussi des agents de police judiciaire adjoints, donc on va trouver notamment les agents ONF qu'on va pouvoir retrouver, et enfin des agents qui vont être spécialement assermentés, donc on va retrouver les gardes particuliers, mais également des agents assermentés pour l'infraction en matière de déchets. On va y revenir un petit peu plus longuement. En matière de police administrative, on a 2 types de police administrative en France. Donc on est d'accord, 2 types de police, PJ, PA, et dans la PA, 2 autorités, on va dire 2 grands principes. On a ce qu'on appelle la police administrative générale. Ça, c'est le maire. D'accord ? C'est le maire qui est autorité de police sur son territoire communal pour veiller au bon ordre public. Ça, c'est la police classique. À côté, on a ce qu'on appelle les polices administratives spéciales. Alors, qu'est-ce que c'est une police administrative spéciale ? Une police administrative spéciale, en fait, tout simplement, c'est une police qui est un objet spécifique en dehors de l'ordre public. Donc, en matière de police administrative spéciale, on va retrouver en matière de déchets plusieurs polices administratives spéciales, on va y revenir, qui ont pour objectif d'agir par rapport à une logique de déchets, donc un objet spécifique. On rappelle simplement 2-3 règles, notamment que dès lors qu'on est autorité de police, son défaut d'action est susceptible d'engager sa responsabilité. Donc ça, c'est un élément très important à garder en tête. À partir du moment où on est autorité de police, on a la responsabilité qui va avec la logique de police. Et donc, on est responsable si on n'agit pas. Du point de vue déchets, on va avoir 3 notions. Le premier, c'est le dépôt contraire au règlement de collecte. La deuxième, c'est les dépôts sauvages. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle la décharge illégale ou la décharge brute. Sur le dépôt contraire au règlement de collecte, ce qui est important comme logique, c'est que c'est un déchet qui est déposé à un emplacement bien prévu à cet effet, mais sans respecter le règlement de collecte. On va donner des exemples après. Le dépôt sauvage, quant à lui, c'est un déchet qui est à un endroit où il ne devrait pas être. La définition est vraiment là dans l'importance. Enfin, la décharge illégale ou la décharge brute, c'est une zone qui fonctionne avec des apports réguliers et conséquents de déchets sur cette zone-là, mais elle fonctionne en dehors d'un tout cadre légal. C'est vraiment ça qui va permettre de les distinguer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide-là, mais c'est ce qui permet de distinguer aujourd'hui encore entre dépôt sauvage et décharge illégale. On va y revenir après, mais globalement, vous voyez, le dépôt sauvage, l'idée, c'est qu'il n'y a pas un gestionnaire, alors que la décharge illégale, il y a souvent un gestionnaire. De toute façon, c'est un faisceau d'indices. Il ne doit pas y avoir tous les éléments qui doivent se regrouper. On a des seuils généralement qu'on retrouve, mais l'idée, c'est qu'on est sur quelque chose de très conséquent et on bascule dans la logique de la décharge illégale. Sur le territoire, voilà finalement le raisonnement qu'il faut retenir. J'ai un déchet. Première question, quel est son emplacement? Si je suis à un emplacement qui est prévu à cet effet, je suis sur un dépôt contraire au règlement de collecte. Si je suis en dehors d'un emplacement prévu à cet effet, je vais être soit en dépôt sauvage, soit en décharge illégale. Pourquoi ces notions sont importantes dans la caractérisation? C'est parce que les autorités de police ne sont pas les mêmes. Alors j'essaie, a priori il y a une bande noire qui apparaît, c'est ça? Sur le slide, je ne sais pas si vous l'avez tous. Bon, je ne sais pas. Oui, en effet, on a une petite bande noire. C'est bon, elle est partie. Bon, tant mieux. N'hésitez pas à me le redire si elle réapparaît, parce que je ne sais pas vraiment pourquoi. Elle est là, mais bon. Donc la vraie question, c'est est-ce que je suis en dehors d'un emplacement ou je suis sur un emplacement? Si je suis donc en dehors d'un emplacement, j'applique mon fameux faisceau d'indices qu'on a vu la slide d'avant. Donc, est-ce que c'est important? Quel est son degré d'importance? Est-ce que c'est organisé ou pas organisé? Est-ce que c'est payant ou c'est gratuit? Et ça va me permettre de qualifier si je suis sur un dépôt sauvage ou sur une décharge illégale. Ce qu'il faut retenir massivement, c'est que la décharge illégale, c'est quelque chose de très conséquent, alors que le dépôt sauvage, lui, peut être conséquent comme il peut être extrêmement réduit, puisque ça peut être un dépôt complètement diffus. Par exemple, le jet d'un mégot de cigarette sur la voie publique est un dépôt sauvage. Donc là, je vous ai mis quelques photos pour illustrer un petit peu. Donc le non-respect du règlement de collecte qu'on va retrouver, c'est par exemple la poubelle qui est sortie le mauvais jour. Si dans vos règlements de collecte, il est mentionné que le bac d'OMR doit être sorti tous les lundis, un bac d'OMR qui n'est pas rentré ou un bac d'OMR qui est sorti un mardi, c'est un dépôt contraire au règlement de collecte. Un mauvais geste de tri, également, est un dépôt contraire au règlement de collecte. Si on met
du carton dans son bac d'OMR, on est sur un mauvais geste de tri et donc on est sur un non-respect du règlement de collecte. Là, vous avez un exemple, par exemple, qui apparaît visuellement. Vous avez des sacs d'OMR qui sont déposés au pied de poubelle et donc on est bien sur un dépôt contraire au règlement de collecte. Autre exemple, des déchets déposés au pied du PAV correspondant. Ça, c'est également un dépôt qui ne respecte pas le règlement de collecte. Ici, vous avez une photo, donc c'est un point d'apport volontaire en verre, et vous voyez que les bouteilles ont été posées au pied de ce point d'apport volontaire, donc sans respecter les modalités du règlement de collecte. Donc on est sur un dépôt contraire au règlement de collecte. Sur la notion de dépôt sauvage, sa grande difficulté, ça va être sa variabilité, comme vous le voyez. En fait, c'est bien un déchet qui est déposé à un endroit où il ne devrait pas être, que ce soit sur un trottoir, que ce soit dans un espace naturel, que ce soit dans un espace agricole, que ce soit sur la voie publique, peu importe cette qualification du lieu, mais c'est un endroit où il ne devrait pas être. Propriété privée ou propriété publique, peu importe, il ne devrait pas être là. La difficulté qu'on va avoir sur les dépôts sauvages, d'où cette recherche de proportionnalité dans les mesures qu'il faut ensuite prendre sur le territoire, c'est que le dépôt sauvage va être aussi bien le déchet très diffus, comme le mégot de cigarette, comme également des emballages de vente à emporter qui sont laissés sur un banc public, également un masque qui est jeté sur la voie publique, comme on peut rentrer dans des notions un peu plus conséquentes. On va être par exemple sur le dépôt d'encombrants, vous le voyez là, c'est la photo dans la colonne de droite, c'est la deuxième photo, mais également, comme vous pouvez voir, par exemple, des déchets qui ont été déposés en bordure de route. Donc on sait bien, en bordure d'espace naturel et en bordure de route, on est bien sur notion de dépôt sauvage. La décharge illégale, quant à elle, elle implique vraiment une importance considérable ou une organisation, c'est-à-dire en gros, globalement, c'est un site qui fonctionne quasiment comme une ICPE, sauf que la réglementation n'est pas respectée. Généralement, c'est un site complètement illégal. Si vous avez des questions sur ces notions, n'hésitez pas. Sur la police, du coup, on va avoir trois autorités de police qui peuvent être différentes selon ces trois notions. Sur la police règlement de collecte, vous le savez, c'est normalement le maire qui est autorité de police, mais on va y revenir après, avec un transfert automatique au président de la structure qui exerce la compétence collecte. Donc, dans beaucoup de territoires, on va retrouver une police règlement de collecte qui pourra soit être exercée par le maire, soit par le président de la structure qui exerce la compétence collecte. Ça va dépendre des territoires, c'est un choix de territoire. Sur la police dépôt sauvage, jusqu'à la loi AGEC, c'était toujours le maire et uniquement le maire. La loi AGEC, vous savez, c'est la loi déchets, la dernière grande loi déchets. Donc, jusqu'à cette loi-là, c'était uniquement le maire sur les dépôts sauvages qui était compétent. Depuis la loi AGEC, il y a un transfert possible de cette autorité de police dite dépôt sauvage. Donc, même chose. Sur les dépôts sauvages, ça va dépendre des territoires. Mais majoritairement, pour ne pas dire de manière totale sur le territoire, mais aujourd'hui, globalement, la police dépôt sauvage est exercée sur quasiment tout le territoire français par le maire. C'est-à-dire que les possibilités de transfert volontaire depuis la loi AGEC, pour ma part, j'en ai pas encore connaissance de territoires qui l'ont utilisé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais majoritairement, ça reste encore le maire qui est compétent en matière d'autorité de police dépôt sauvage. Enfin, dernière notion en matière de police, donc la police dite décharge illégale, et là, c'est la compétence de l'État. Donc la compétence du préfet qui va être l'autorité de police. Donc globalement, règlement de collecte, on va être sur des autorités de police qui vont dépendre selon les territoires, maire ou président de la structure qui exerce la compétence collecte, que ce soit un EPCI ou un syndicat. Police dépôt sauvage, on va plutôt être majoritairement, très majoritairement encore sur des autorités de police qui sont le maire, et décharge, on va être sur la compétence du préfet. Globalement, je vous ai fait ce petit schéma pour vous montrer que globalement, aujourd'hui, il y a une tendance à ce que la notion de décharge et de la compétence réelle préfet se réduise au bénéfice de la notion de dépôt sauvage. Donc, on va rechercher de plus en plus des actions de la part du maire sur la partie dépôt sauvage. L'État se désengage un petit peu quand même du sujet. On le voit dans la constatation. Les réels souvent estiment qu'il ne s'agit pas d'une décharge, mais plutôt d'un dépôt sauvage, donc plutôt de la compétence du maire. Et de la même manière, il y a des coordinations qui se mettent en place entre les structures qui exercent la compétence collecte et les maires et qui font que, globalement, on a des notions qui s'entrechoquent un petit peu et que certaines structures qui exercent la compétence collecte des déchets vont venir collecter des notions qui sont plutôt des notions de dépôt sauvage plutôt que des dépôts contraires au règlement de collecte. La zone est assez floue dans la pratique quand même, dans la caractérisation de ces notions. Sur ces autorités de police, comme je vous l'ai dit, il y a des possibilités de transfert de ces pouvoirs.
Alors, première police administrative spéciale, règlement de collecte. Donc, il faut distinguer deux cas, puisque cette police administrative, elle se transfère à chaque renouvellement de mandat du président ou de la présidente de la structure qui exerce la compétence collecte. Donc, c'est quelque chose à renouveler quelque part tous les 6 ans, normalement, sauf s'il y a un changement entre du président de la structure qui est de la structure de la compétence collecte. Mais globalement, ça s'exerce normalement sur les 6 ans. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est est-ce que ça a déjà été transféré lors du mandat précédent ou est-ce que ce pouvoir de police n'avait pas été transféré sur les territoires. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail majoritaire de ces schémas-là, sauf si vous le désirez. N'hésitez pas dans ces cas-là à le me dire. Mais globalement, si le pouvoir de police avait déjà été transféré, donc sur le mandat précédent, le maire avait transféré au président de la structure qui exerce la compétence collecte. L'idée, c'est qu'en fait, il y a un transfert dit automatique. D'abord, avant de rentrer dans le détail, l'idée, c'est que le transfert est dit automatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maires ont la possibilité de refuser ce transfert automatique dans un délai de 6 mois. S'ils ne refusent pas ce transfert, s'ils ne s'opposent pas à ce transfert automatique, c'est la collectivité, effectivement, la collectivité qui exerce la compétence collecte, qui est autorité de police au nom de son président. Donc, je reprends juste les questions qui arrivent dans le chat. Sur le propriétaire du terrain qui stocke les pneus, on va y revenir. Normalement, effectivement, on est plutôt sur la logique de décharge. Ça va dépendre un petit peu de la quantité. Et donc là, c'est là où il y a une négo, généralement, qui se fait avec l'Adréal sur est-ce que je suis plutôt sur une décharge ou sur un dépôt sauvage. C'est vraiment la notion de quantité qui va être importante en la matière. Sur les pneus, globalement, généralement, on est souvent encore quand même sur les notions de dépôt sauvage, sauf quand il y a une très grande organisation qui a lieu sur le territoire, mais généralement, on est plutôt sur la notion de dépôt sauvage. Donc, si on revient sur le transfert, à chaque renouvellement du président de la structure qui exerce la compétence collecte, que ce soit le président de la Comcom, de l'ACA, de la métropole, peu importe, ou de la CU, ou d'un syndicat, à chaque renouvellement de ce président-présidente de la structure qui exerce la compétence collecte, le délai de transfert s'actionne. Donc là, je reviens sur la question d'Agen. Agen, effectivement, si vous venez d'élire un nouveau président de votre structure de la compétence collecte et que vous exercez la compétence collecte, le délai s'enclenche. Donc à chaque élection, c'est le délai, il y a 6 mois. Le principe, c'est qu'il y a un transfert automatique qui va avoir lieu, sauf si opposition des maires. OK ? Maintenant, la loi a prévu 2 modalités. Si j'ai déjà transféré, comme vous voyez dans le tableau, j'avais déjà transféré, en fait, il n'y a pas d'action à faire, ce transfert est toujours automatique, c'est bien le président de la structure qui exerce la compétence collecte qui est autorité de police, dépôt contraire au règlement de collecte. Mais les maires ont la possibilité de s'opposer dans le fameux délai de 6 mois. C'est-à-dire, en gros, je notifie mon opposition et je récupère mon pouvoir de police, dépôt contraire au règlement de collecte. Un président de la structure qui exerce la compétence collecte, à partir du moment où il y a un maire qui a refusé le transfert, il a 2 choix. Soit il prend acte, bien entendu, de ce refus et il exerce sur 90%, on va dire, du territoire, sauf ce territoire-là, le pouvoir de police dépôt contraire au règlement de collecte. Et sur la collectivité, sur la commune sur laquelle le maire s'est opposé, il ne sera pas autorité de police. Ou alors, par souci d'uniformité, il peut décider de renoncer à la totalité du territoire. Et dans ces cas-là, chaque maire, même ceux qui avaient voulu transférer, qui ne s'étaient pas opposés au transfert, redeviennent autorité de police, dépôt contraire au règlement de collecte. Ce qui veut dire, dans ces cas-là, sur vos territoires, que le règlement de collecte doit être adopté, toujours par l'autorité de police, donc dans certains cas, par des maires, dans certains cas, par le président de la structure qui exerce la compétence collecte. C'est bien l'autorité de police règlement de collecte qui est en capacité d'adopter ce règlement de collecte sur le territoire. Deuxième cas, le pouvoir de police n'avait pas été transféré lors du mandat précédent. Dans ces cas-là, on est sur la même logique. Le maire peut soit ne pas réagir, et dans ces cas-là, passer 6 mois qui suit l'élection, l'autorité de police, elle change de tête, ou alors il notifie son opposition, et s'il notifie son opposition, il conserve son pouvoir de police. Et là, également,
le président de la structure de la compétence collecte peut décider, oui ou non, de renoncer à la totalité du pouvoir de police sur la totalité du territoire, ou du coup, ne prendre simplement que acte de ce refus de transfert. Alors, je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas s'il y a des questions sur ce sujet. Ce qui est important, donc, c'est le délai de 6 mois, qui a lieu à chaque renouvellement du président de la structure qui exerce la compétence collecte. Donc aujourd'hui, normalement, en dehors de certains cas comme Agen, vous devez savoir sur votre territoire qui est autorité de police, règlement de collecte. S'il n'y a eu aucune réaction, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est bien le président de la structure compétence collecte qui réagit. Je rappelle bien, les maires ont une action à faire, c'est-à-dire uniquement s'ils s'opposent au transfert ou ils doivent notifier leur refus. Absence de réaction égale transfert. Donc aujourd'hui, vous êtes en capacité normalement de savoir qui est autorité de police, règlement de collecte sur votre territoire. Depuis la loi AGEC, on passe sur une autre police, depuis la loi AGEC, la police spéciale dépôt sauvage peut également être transférée. Donc, contrairement à règlement de collecte, c'est un transfert à tout moment. C'est un transfert dit volontaire. Donc, le délai de 6 mois, ici, il n'existe pas. Donc, c'est un transfert à tout moment, avec une procédure tout de même un peu plus particulière. Tout d'abord, c'est une initiative à tout moment d'un ou plusieurs maires qui est intéressé, mais il faut recueillir l'accord de tous les maires et du président de groupement. Donc, on est sur un transfert volontaire qui nécessite une unanimité dans le transfert. Là, par contre, on ne peut pas avoir une diversité de solutions sur le territoire. C'est tout le monde est d'accord pour ce transfert-là. Et dans ces cas-là, c'est un arrêté préfectoral qui acte le transfert. Donc, on est bien d'accord. Police spéciale, règlement de collecte, transfert uniquement dans les 6 mois, mais c'est un transfert automatique, absence de réaction égale transfert. Police dépôt sauvage, transfert à tout moment. Donc, on n'y a pas de délai particulier. Mais par contre, il faut l'accord de tous pour qu'il y ait ce transfert avec un arrêté préfectoral qui acte le transfert. Donc aujourd'hui, on peut avoir une grande diversité sur les territoires, d'où la première question qui est importante. Aujourd'hui, pourquoi suis-je compétent? Est-ce que je suis bien autorité de police, règlement de collecte? Oui, non. Et est-ce que je suis autorité de police, dépôt sauvage? Oui et non. De ces questions-là va pouvoir dépendre finalement l'action que vous allez pouvoir entreprendre au regard de vos compétences. Donc c'est la première logique qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme autorité de police dans mes mains, entre guillemets, pour ensuite pouvoir décliner les actions que je veux faire, ou alors pouvoir en discuter avec les territoires, les zones de mon territoire et les territoires infra, pour ensuite se coordonner et agir. Alors, on va passer à la partie procédure et sanctions, et je vais passer la main à Claire. N'hésitez pas si vous avez des questions, et en même temps, je réponds au chat pendant que Claire avance sur partie procédure et sanctions. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, super. Alors, donc moi, je vais vous présenter les procédures et les sanctions. Je voulais juste faire une petite remarque préalable parce que je sais que c'est parfois compliqué de différencier police administrative et police judiciaire. Parce qu'en fait, en matière de police administrative, le terme police ne représente pas le sens commun du terme. C'est-à-dire que quand vous entendez le terme police, justement, c'est plus relatif à la police judiciaire. La police administrative, c'est plus une compétence. Quand on va vous dire, je vais vous donner un exemple, l'exemple de la police en matière de police administrative en matière de produits phytosanitaires, ça va être celle qui va pouvoir être compétente pour autoriser certains produits, refuser certains produits ou limiter l'utilisation de certains produits. Ça, c'est ce qu'on appelle la police administrative. Donc, c'est plus une compétence et pas une police en tant que telle. Voilà, donc juste petite remarque préalable. Alors, concernant procédures et sanctions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir une brigade verte efficace ou des agents efficaces en matière de dépôt sauvage ou dépôt contraire au règlement de collecte, il faut que vous ayez la compétence en matière de police judiciaire et de police administrative. Il faudrait avoir les deux compétences en même temps. En fait, pour mettre en place une brigade verte sur votre territoire qui puisse patrouiller, mettre en place une vidéoprotection ou ramasser des déchets, il faudra forcément disposer de la police administrative. On l'a vu tout à l'heure, Delphine vous l'a dit, la police judiciaire, elle se limite seulement à la constatation d'une infraction déterminée. Et quand vous allez avoir des agents qui vont patrouiller sur votre commune, ce n'est pas pour forcément constater une infraction déterminée, c'est pour constater n'importe quelle infraction.
Et ça, c'est possible que si vous avez la compétence en matière administrative, pas seulement en matière de police judiciaire, PJ. Dès lors, l'idéal, c'est de coupler sur votre territoire des agents qui sont compétents à la fois en PJ et à la fois en PA. Et il y a plusieurs agents qui sont compétents dans les deux polices. Vous avez par exemple les gardes champêtres, et il y a beaucoup de brigades vertes qui sont composées de gardes champêtres. C'est assez intéressant parce qu'ils ont un champ de compétences très très large. Vous avez les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire, les ASVP, les gardes particuliers. Alors les gardes particuliers, c'est un statut assez spécifique qui est intéressant notamment pour les intercommunalités, parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais les intercommunalités ou les groupements n'ont pas encore de possibilité de disposer de la police judiciaire. Parce que c'est vraiment une police qui est propre à la commune, au maire. Et les gardes particuliers, c'est des gardes qui vont avoir une police judiciaire, qui vont pouvoir protéger le domaine public d'une personne, même la propriété de n'importe qui d'ailleurs, ça peut être des personnes privées. Et donc même si on est intercommunalité, on peut disposer de gardes particuliers qui vont protéger notre domaine public en tant qu'interco, et du coup qui vont pouvoir infliger des sanctions sur le domaine public. Et enfin, dernier agent, mais très intéressant, très important, c'est les agents assermentés des collectivités. Ça, c'est une nouveauté de la loi AGEC et la loi Climat et Résilience. C'est-à-dire qu'on peut avoir des agents spécifiquement assermentés des collectivités pour infliger des sanctions en matière de déchets. C'est également possible pour les agents de groupement. Donc ça a été prévu par la loi. Seulement, petit point de précision, on attend le décret d'application. Donc pour l'instant, c'est seulement les agents de collectivité qui peuvent être assermentés et pas les agents de groupement. Mais c'est seulement une question de temps. D'ici peu, on aura également les agents de groupement. Autre remarque. La compétence en matière de PA, elle est indispensable en aval. C'est-à-dire que si vous voulez faire des opérations de résorption ou de gestion des dépôts, il faut que vous disposiez de la police administrative. Ce n'est pas les officiers de police judiciaire qui vont venir et qui vont résorber le dépôt. La compétence en matière de PA, elle est également importante pour les opérations en amont. Si vous voulez faire une sensibilisation et une prévention, par exemple mettre en place des ambassadeurs du tri. Ça, c'est une compétence de police administrative. Alors, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif sur les différences police judiciaire, police administrative. Donc là, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais principalement, la grosse différence, c'est qu'en police judiciaire, on a une logique répressive, alors qu'en matière de police administrative, c'est une logique préventive. On va avoir des sanctions différentes également, sanctions pénales pour la police judiciaire, sanctions administratives pour la police administrative. Au niveau de la police judiciaire, on va avoir un large panel d'agents compétents. C'est-à-dire qu'on va avoir le maire, les adjoints, les officiers de police judiciaire, les gardes champêtres, ASVP, gardes particuliers, agents assermentés. Il y a beaucoup d'agents qui sont susceptibles d'être compétents en matière de police judiciaire. Mais attention, et je l'ai déjà dit, je le répète, très important, il n'est pas possible de transférer la police judiciaire au président de l'EPCI ou du groupement. C'est-à-dire que le président de l'EPCI et du groupement, il ne disposera jamais de la police judiciaire en tant que telle. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin juste avant, bientôt, on va avoir la possibilité d'assermenter des agents EPCI et groupements qui vont pouvoir disposer de la police judiciaire. Donc, ce sera seulement des agents des intercommunalités qui, en tant que tels, pourront disposer de certains pouvoirs de police judiciaire seulement en matière de déchets. Ça va être bientôt possible. Et vous pouvez également passer par le statut de garde particulier. Au niveau de la police administrative, vous avez des autorités qui vont être spécifiquement désignées selon l'activité ou le domaine en cause. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir l'exercice décisionnel de la police administrative qui va souvent être exercé par une seule personne, soit le maire, soit le président de l'EPCI. Donc c'est lui qui va devoir signer les décisions, les arrêtés. On peut faire une délégation, mais dans ce cas-là, il faut vraiment une délégation express, pour les adjoints au maire, par exemple. Remarque, le transfert, il est possible à l'EPCI ou au groupement, on l'a vu tout à l'heure. Et également, les forces d'exécution des mesures, donc pas ceux qui prennent la décision, mais ceux qui vont exécuter, ce sont souvent les mêmes agents qu'en matière de police judiciaire. On va retrouver les officiers de police judiciaire, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les ASVP ou autres agents commissionnés par l'autorité compétente. Donc pour exercer la police administrative au niveau exécution,
On a simplement besoin d'être commissionné. Donc, c'est assez simple, c'est beaucoup moins lourd que l'assermentation en matière de police judiciaire. Donc, on peut exercer la police administrative dès lors qu'on est agent de la commune ou de l'interco. Alors, la prochaine slide, je vous ai fait un autre récap assez visuel, juste pour bien comprendre qu'on a besoin à la fois de la police administrative et de la police judiciaire. Tout ce qui est en bleu, c'est de la police administrative, ce qui est en or, c'est de la police judiciaire. Au niveau de la prévention, donc avant qu'on ait une infraction, c'est forcément de la police administrative. Ça peut passer par la police administrative générale, ce que j'ai appelé PAG, ou par la police administrative spéciale, soit règlement de collecte, PAS-RC, soit dépôt sauvage, PAS-DS. Dès lors qu'on va avoir une infraction, donc pour faire la constatation, la verbalisation et la sanction, là on va avoir un choix. Soit on passe par la procédure administrative, soit on passe par la procédure judiciaire. À savoir qu'on peut coupler les deux, et ça peut être intéressant parfois. Au niveau administratif, on l'a vu, c'est les mêmes autorités qu'en matière de prévention, donc c'est le maire ou les agents qui peuvent être commissionnés. On va avoir cette fois des sanctions administratives, et au niveau de la PJ, ça peut être des autorités, le maire, mais également adjoint au maire, OPJ, APJ, garde champêtre, etc. Et là, on aura des sanctions pénales. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si tu réponds à tout, Delphine. Ouais, je suis en train effectivement de répondre, mais là, il y a peut-être une question que je vais te relayer, peut-être pour avoir une réponse collective, parce qu'elle est intéressante et elle colle bien avec ce tableau. La question donc, qui a été posée, j'ai répondu dans le chat, mais ce sera plus détaillé. C'est effectivement, en cas d'une police intercommunale, la question c'est du coup, je ne peux pas faire de transfert de ma PJ à mon intercommunalité. Enfin, est-ce que je peux faire un transfert de PJ à mon intercommunalité ? En fait, non, on ne pourra pas transférer en tant que tel le pouvoir de police judiciaire, le pouvoir, on va dire, global. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire bientôt, dès lors qu'on aura le décret d'application, c'est seulement assermenter quelques agents de notre interco qui vont pouvoir constater et verbaliser des infractions en matière de déchets. Donc, c'est vraiment très limité. On n'aura jamais la police judiciaire de façon générale au niveau de l'EPCI. Ça, c'est vraiment une police qui est spécifique pour les communes et pour le maire. Et je me permets juste de compléter en rappelant qu'en matière d'autorité de police judiciaire, seul le maire est autorité de police judiciaire, c'est-à-dire que le président d'un EPCI ou de la structure qui exerce la compétence collecte ne pourra jamais être autorité de police judiciaire. Donc, ce qui implique des montages un petit peu particuliers. Ça ne veut pas dire que c'est impossible parce qu'effectivement, il y a cette extension, comme l'a dit Claire, mais ça implique des montages un petit peu particuliers. D'où la logique, effectivement, de coordination qui est quand même très importante sur les territoires et les fameuses questions qu'on disait au début qui sont extrêmement importantes, puisque selon ce que je veux faire et selon ce que j'ai comme autorité de police à ma disposition, et ben, la réflexion de l'échelle de mon autorité, finalement de ma brigade ou de mon assermentation est extrêmement importante. Oui. Et pour rebondir sur les montages un peu particuliers, on a vu l'exemple d'une interco qui avait mis en place une brigade verte. Et comme je l'ai dit, en l'état actuel du droit, on ne peut pas avoir d'agents assermentés au niveau des intercommunalités ou des groupements. Donc en tant que tel, là, en l'état actuel, on ne peut pas avoir de PJ au niveau interco. Donc là, on avait une problématique et justement, eux, ils étaient passés par le statut de garde particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont passés par le fait qu'ils voulaient protéger leur domaine public. Et dès lors qu'il y a une entrave à leur domaine public, donc des dépôts sur leur domaine public, ils peuvent également passer par la police judiciaire avec les gardes particuliers. Voilà. Mais c'est des montages un peu spécifiques. Donc, Et puis, chaque système va avoir des avantages et des inconvénients, si vous me permettez de le dire, selon les agents que vous allez choisir. Alors, il y a des choses beaucoup plus simples, bien entendu, si vous avez toute la partie police pure, entre guillemets, avec, là, ça va être sur les solutions les plus simples en matière de compétences et d'autorité. Pour autant, voilà, il faut faire un choix de ce que vous pouvez avoir aussi vous, sur votre territoire en termes de disponibilité. Comme le dit Claire, garde particulier, c'est une solution qui a été prise par certains territoires, mais qui a des limites également, notamment sur l'action, sur le domaine privé, donc il faut avoir conscience dès le début. Garde champêtre est également une autre solution qui est très intéressante. Il y a vraiment une grande diversité de solutions qui vont s'offrir à vous, et généralement avec des avantages et des inconvénients, selon les échelons et selon ce que vous voulez faire, et selon le champ effectif que vous voulez avoir sur votre brigade. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut bien prendre en compte
dans finalement ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire, et également avec les agents dont vous pouvez avoir disposition. Il y a des territoires qui ont fait le choix d'avoir des gardes champêtres parce qu'ils avaient déjà des gardes champêtres très efficaces sur leur territoire et déjà en place. Et donc, ils sont passés par cette possibilité-là, en fait. Donc voilà, donc il y a vraiment un état des lieux à faire du territoire avant de se lancer pour savoir ce qui est possible, ce qui est faisable et ce dont vous avez déjà sur votre territoire pour utiliser au maximum, finalement, déjà l'existant, s'il y a quelque chose. Alors, du coup, sur la slide suivante, on va partir du constat, justement, d'une personne, d'un agent qui va constater des déchets sauvages. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce que vous devez faire? Première chose à faire, c'est la qualification du dépôt. On l'a vu tout à l'heure, c'est soit dépôt sauvage, soit dépôt contraire au règlement de collecte, soit décharge illégale. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est la qualification du lieu. Où est-ce que sont ces déchets sauvages? Dépôt sauvage, dépôt contraire au règlement de collecte. Ça peut soit être sur le domaine public, soit sur une propriété privée. C'est très important de délimiter le lieu du dépôt, parce qu'en matière de propriété privée, on va avoir des limitations d'intervention. On ne peut pas intervenir, on ne peut pas pénétrer dans une propriété privée sans autorisation, alors que sur le domaine public, il n'y a pas de restriction. Ensuite, oui, excusez-moi, juste une dernière remarque. Même si vous êtes sur une propriété privée, qui est un dépôt sauvage sur une propriété privée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas constater le dépôt. Seulement, il va falloir le constater depuis la voie publique. Vous ne pouvez pas pénétrer, mais vous pouvez quand même constater. Là, par contre, il va y avoir des difficultés au niveau d'identification. Vous ne pourrez pas aller voir le dépôt, vous ne pourrez pas aller fouiller pour essayer de trouver des moyens de preuve pour identifier les auteurs du dépôt. Donc, c'est là où il va y avoir un enjeu. Mais vous pouvez quand même constater le dépôt. Troisième question, c'est l'identification de l'auteur du dépôt et donc du détenteur des déchets. Si vous êtes sur une propriété privée, première personne qui va être responsable du dépôt, ça va être le détenteur des déchets, donc il faut essayer de le trouver. Comme je dis, en propriété privée, c'est un peu compliqué. Sinon, l'auteur du dépôt, si vous avez pu voir qui a déposé. Ou enfin, si vous ne trouvez pas ni le détenteur ni l'auteur du dépôt, ça peut être le propriétaire. Mais ce sera le propriétaire seulement s'il a un comportement fautif, et uniquement s'il a un comportement fautif. Enfin, dès que vous avez bien qualifié le dépôt, qualifié le lieu et identifié la personne, vous allez vous poser la question du but de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire cesser le trouble à l'ordre public? Dans ce cas-là, vous allez passer par une procédure administrative, ou est-ce que vous voulez seulement sanctionner, passer par une procédure pénale? C'est-à-dire qu'en matière de procédure administrative, vous allez enclencher la procédure dès lors que vous voulez résorber le dépôt, justement. Demander à l'auteur du dépôt de venir et de remettre en état le site. Ça, c'est de la procédure administrative. Et même si lui-même, il n'est pas compétent pour aller résorber le dépôt, vous pouvez passer par une amende administrative, mais cet argent-là, il va devoir être dépensé pour résorber le dépôt. Donc, c'est vraiment le but, c'est de remettre en état le site. Procédure administrative. Alors que la procédure pénale, c'est seulement sanctionner la personne. Vous pouvez choisir une des deux procédures et vous pouvez faire les deux en même temps. Vous pouvez demander de résorber le dépôt, plus sanctionner la personne. Petite remarque, mais on va le voir un petit peu plus après. La procédure administrative, vous avez une maîtrise assez totale de la procédure, de A à Z. C'est-à-dire celui qui est compétent, il va pouvoir constater et aller jusqu'à la sanction. Alors qu'en matière de procédure pénale, parfois, on va perdre la maîtrise de la procédure, parce que ça va aller au procureur. Ça, on va le voir un petit peu après. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, peut-être, Delphine, intéressantes? Oui, alors je vais t'en relayer une. Je suis en train de répondre sur le comportement fautif du propriétaire. Je vais peut-être juste répondre à celle-là. En fait, c'est assez compliqué. En fait, il faut que d'abord, on agit sur le propriétaire uniquement si le détenteur n'est pas connu, hein, le détenteur ou celui qui a déposé, bien entendu, et il faut une négligence. Donc, en gros, comment on reconnaît qu'il y a négligence ou pas? Pour estimer qu'il n'y a pas négligence, le juge estime qu'il y a des actions qui ont été entreprises pour tenter d'y mettre fin, notamment la personne a mis un panneau ou la personne a clôturé, dans certains cas, alors c'est pas le cas dans les espaces agricoles, hein, mais des fois il y a un panneau qui est mis, des chicanes qui ont pu être posées, ou la personne a prévenu les autorités.
Pour reconnaître la négligence, généralement, c'est l'absence d'action, ni l'absence d'interpellation des autorités, voire on facilite les dépôts sauvages sur son terrain. On a eu quelques cas où il y a des gens qui ont carrément aménagé des petites pistes pour que les gens puissent venir déposer. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une négligence assez certaine. C'est-à-dire, en gros, le propriétaire a dû quasiment faciliter le dépôt sauvage. À partir du moment où le propriétaire a déposé un panneau, a mis un panneau ou a prévenu les autorités, enclencher sa responsabilité sera quand même très compliqué. Voilà. C'est très compliqué d'enclencher la responsabilité du propriétaire, sauf quand en fait on arrive à démontrer qu'en fait il incite ces dépôts sauvages finalement à venir sur le territoire. Donc la recherche de la propriété, de la responsabilité du propriétaire, c'est la plus compliquée à mettre en œuvre et c'est vraiment la dernière étape dans l'absence d'action qui peut être engagée. Voilà. Je voulais juste te relever donc une question. Donc il y a d'abord une première question donc, qui est sur un SICTOM, donc un syndicat dont la compétence de police spéciale règlement de collecte a bien été transférée. Donc la question c'est est-ce que mon président peut mettre des amendes administratives prévues au règlement de collecte sur la base d'une constatation d'un ambassadeur du tri qui aurait été commissionné, bien entendu, pour cette tâche. Donc la question c'est du coup, j'ai un agent qui est commissionné, qui est mon ambassadeur du tri, est-ce que je peux mettre une sanction administrative sur la base de mon autorité de police que j'ai, règlement de collecte? Oui. Enfin, tu me diras si tu es d'accord, Delphine, mais pour moi, oui, effectivement. Oui, alors on va pouvoir y aller. Effectivement, il y aura cette logique de sanctions que l'on va pouvoir retrouver sur la base de la sermentation. Avec une petite limite, je pense que ce que vous voulez mentionner, c'est la sanction administrative qui est prévue par votre règlement de collecte. Donc, c'est-à-dire que c'est une sanction administrative qui n'existe nulle part, si ce n'est dans votre règlement de collecte. Il y a beaucoup de discussions avec le ministère. Aujourd'hui, le ministère est plutôt favorable à ces sanctions qui sont inscrites dans des règlements de collecte, mais il faut avoir conscience qu'elles n'ont pas une véritable assise légale. C'est-à-dire toute la procédure sanction administrative que Claire va vous préciser dans l'instant, cette procédure qui est très cadrée, qui est dans le code de l'environnement, elle est pour les dépôts dépôts sauvages et non pas sur les dépôts contraires au règlement de collecte. Il y a beaucoup de structures de type syndicat ou EPCI qui, dans leur règlement de collecte, ont mis des sanctions administratives qui sont généralement des frais Oui, c'est gentil, ouais. Qui sont souvent des frais de nettoiement ou des sanctions. Donc aujourd'hui, le droit n'a jamais tranché, il n'y a jamais eu de sanctions qui ont été déférées devant un juge. Et donc il y en a beaucoup qui le font. Et donc voilà, je mettais juste cet élément-là. Il y a une dernière question, Claire, que je te relis, qui est plutôt, je pense, une interpellation, qui est plutôt une réflexion globale, auquel je te propose de répondre toutes les deux. Donc c'est effectivement la France qu'on a plus de 35 000 communes, dont une marge, effectivement, une grande majorité représentée par des petites communes où l'APJ, du coup, est clairement uniquement les élus, généralement plutôt le maire et ses adjoints, pas forcément d'agents. Comment peut-on accompagner ces maires de communes rurales ? Moi, j'aurais tendance à dire, je ne sais pas, Claire, tu compléteras, qu'il y a beaucoup de territoires ruraux qui ont décidé de mutualiser leurs actions, notamment en faisant des brigades vertes mutualisées sur des territoires beaucoup plus grands. Donc, je pense que la brigade verte du Haut-Rhin, par exemple, qui est une logique garde champêtre, si je m'abuse. Voilà. Ça. Une logique de garde champêtre, et donc qui sont mutualisés, des agents qui sont mutualisés sur un territoire alors vaste, donc forcément, voilà, il n'y a pas non plus 50 000 agents, on est bien d'accord, mais c'est quand même une brigade qui a fait preuve d'une forme d'efficacité et d'efficience sur son territoire. Donc la meilleure approche qu'on peut avoir sur des territoires très ruraux où il n'y a pas forcément des agents, c'est d'aller sur des mutualisations, sur des échelles beaucoup plus grosses et de ne pas hésiter aussi, même si... deux actions. La première, c'est beaucoup communiquer sur les actions qui sont faites parce qu'on sait que une forte communication sur le fait que la collectivité agit sur les dépôts sauvages, bon, ça ne va pas retirer les dépôts sauvages sur le territoire, mais ça va toujours en démotiver quelques-uns. Ça, c'est les premiers éléments. Et le deuxième élément, c'est une fois que vous avez fait cette logique de coopération sur un échelon très important, c'est de ne pas hésiter également à échanger avec votre procureur sur votre territoire. On voit qu'il y a des collectivités qui ont réussi à enclencher des discussions assez fortes avec leur procureur. Je pense à Valenciennes, je pense également au SICTOM du Plantorel à Foix, dans les Pyrénées, qui travaillent vraiment avec leurs procureurs et ce qui leur permet de vraiment agir sur des territoires de concert et d'éviter des fois des coups d'épée dans l'eau. Donc vraiment, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a une logique de proportionnalité à rechercher dans vos actions, entre l'action du quotidien, qui va être peut-être le petit dépôt sauvage, ne pas hésiter à verbaliser
notamment si on voit quelqu'un, qu'on prend quelqu'un sur le fait, alors c'est ça la difficulté. Et également la grosse action sur un dépôt sauvage connu et su de tous sur un territoire qui a un point noir avec une grosse communication de pair avec un procureur actif sur le territoire qui est une manière d'agir également. Donc il y a vraiment une proportionnalité d'action à retrouver. Voilà, je ne sais pas Claire si tu veux compléter. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça va me compléter. Du coup, en parlant justement de la quantité du dépôt et justement de la proportionnalité du dépôt, ce qui est aussi intéressant pour la procédure administrative ou procédure pénale, c'est si vous avez des dépôts diffus, par exemple justement le jet d'un masque ou juste une seule poubelle qui va être mise dans la rue, etc. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant de passer par une procédure pénale que par une procédure administrative. Là, vous n'allez pas faire enclencher toute une procédure qui est quand même plutôt assez lourde pour juste aller demander à résorber une poubelle ou juste un masque. Vous allez vous-même résorber le dépôt et dans ce cas-là, vous allez pouvoir sanctionner. Donc en fait, la procédure administrative, elle va surtout intervenir pour les gros dépôts. Donc, dans le quotidien, c'est plus la procédure pénale qui va être enclenchée. On va le voir qu'elle présente un sérieux avantage et que Claire va vous présenter, notamment sur le quotidien, parce qu'elle est beaucoup plus simple. Alors, au niveau de la procédure administrative, même en matière de procédure pénale, l'étape 1, la première chose à faire, c'est de constater le plus précisément possible le dépôt ou déchet sauvage. Donc, lieu, date, il faut faire des photos, il faut bien analyser le dépôt. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est établir un rapport de police. Le rapport de police, ça va être pour enclencher la procédure administrative. Vous avez également son pendant au niveau police judiciaire qui est le PV de constat. Ce n'est pas les mêmes documents, mais dans le fond, c'est exactement la même chose, juste pas le même document. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps, ça peut être intéressant pour essayer d'enclencher les deux. Donc, rapport de police, PV de constat. Ensuite, pour la procédure administrative, si vous voulez enclencher la procédure administrative, première chose à faire, c'est informer celui qu'on a identifié comme l'auteur de l'infraction, l'informer des faits, des sanctions encourues et de la possibilité de répondre. C'est une procédure contradictoire. On a plusieurs mentions obligatoires qu'on vous a mis en bleu après, qui sont obligatoires à mentionner à l'auteur des faits. Cette information, vous la faites, il faut que vous laissiez écouler un délai de 10 jours. En fait, on va laisser le temps à cette personne de justement venir et résorber ou prendre le dépôt sauvage et nettoyer le site. Voilà. On lui laisse 10 jours. Si au bout de 10 jours, on a la persistance des désordres, il y a toujours le dépôt, il ne s'est rien passé. Dans ce cas-là, on est obligé de passer par un arrêté de mise en demeure. Donc pareil, avoir des mentions obligatoires, etc. Donc soit on passe par un arrêté de mise en demeure, mais également depuis la loi AGEC, on a une nouvelle possibilité qui est assez intéressante, c'est qu'à l'issue de ce délai de 10 jours, on peut directement infliger une amende de 15 000 € maximum. Ça, c'est une nouveauté de la loi AGEC. Après la mise en demeure, il faut laisser un délai suffisant avant de pouvoir vraiment infliger la sanction. L'étape 2. Donc, en l'absence de mise en demeure, toute sanction sera considérée comme nulle. C'est-à-dire que la mise en demeure, c'est une formalité substantielle. C'est vraiment une obligation pour la procédure administrative de passer par la mise en demeure. Très, très important. Sinon, c'est un vice de procédure. Enfin, les sanctions en matière administrative, il y en a plusieurs. Et donc, ça va être un choix qui va dépendre du but poursuivi. Soit ça va être une logique de coercition, soit ça va être une logique plus de sanction, entre guillemets. Donc, travaux d'office, suspension, amende. Ou en matière de coercition, ça sera plus consignation, astreinte. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce que dit Claire, c'est que la sanction administrative, elle est là pour mettre fin à un désordre, la procédure administrative. Donc, si le désordre cesse, la procédure s'arrête. Contrairement au pénal. Le pénal, si on fait un parallèle, si vous volez quelque chose, c'est pas parce que vous ramenez l'objet que vous avez volé que finalement le délit de vol n'existe plus. Donc c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire qu'en matière pénale, on vient punir un geste qui est réprimé par la loi et peu importe finalement qu'on est venu rectifier son geste. Donc si vous êtes venu récupérer les dépôts sauvages que vous aviez fait, votre encombrant, vous l'avez ramassé, pénalement, l'infraction a quand même été caractérisée. Vous pouvez quand même être sanctionné pénalement. L'administratif, c'est vraiment cette idée de mettre fin à un désordre, mettre fin à une situation qui n'a pas lieu d'être.
Donc, si la situation disparaît, la procédure administrative, elle n'a plus de sens. C'est vraiment cet objectif-là, c'est toujours cette idée d'ordre public quelque part qui est derrière. Dès lors que l'ordre public est rétabli, une sanction administrative, elle n'a pas de sens. De la même manière, si on prend un parallèle, en matière de police administrative, un maire peut mettre en place des mesures, par exemple quand il y a des réunions qui vont avoir lieu, des réunions publiques qui pourraient être tumultueuses et autres, il peut mettre des mesures. Si le risque de désordre disparaît, la mesure administrative disparaît également d'elle-même. Donc il y a vraiment cette logique-là, pénale, je viens punir, administrative, je veux mettre fin à un trouble. C'est deux objectifs bien différents. Alors, il y a plusieurs questions, peut-être qu'on va répondre tout de suite avant de Alors, passer au reste. Comment mettre en œuvre cette amende de 15 000 €? Tu veux répondre, Delphine? Non, vas-y, je t'en prie. Enfin, je peux répondre si tu veux. En fait, concrètement, après le délai de 10 jours de contradictoire, vous pouvez directement prononcer une amende administrative. Ça va prendre la forme d'un arrêté pour prononcer une amende administrative. Vous n'avez pas besoin de passer par la mise en demeure. Ça répond du coup à une autre question d'Élodie Bittard. Mais oui, il n'y a pas besoin de passer par la mise en demeure. Directement, après le délai des 10 jours, on peut prononcer cette amende, qui est de 15 000 € max, mais ce n'est pas forcément 15 000 €. Ça peut être moins. Il faut que ça soit proportionnel, enfin plus ou moins. Ça, tu pourras peut-être en dire plus, Delphine, mais proportionnel à la somme dont on a besoin pour résorber le dépôt, justement. En fait, l'idée, elle est vraiment là. Ça, c'est une nouveauté de la loi AGEC. Avant, en gros, vous aviez le délai là où les personnes peuvent réagir par rapport au fait que vous leur avez dit, vous leur avez notifié quelque chose, hein, une action, donc elles peuvent réagir. Et après, il y avait un autre délai qui s'enclenchait, le fameux délai suffisant. Et vous pouviez aller sur une sanction administrative qui est d'un montant de 150 000 € maximum. Donc, on est sur un montant très fort, hein. Okay, donc pareil, comme dit Claire, qui peut être proportionné. Le législateur, il s'est rendu compte que globalement, on arrive rarement jusqu'au bout de cette procédure. Et donc, dans la loi AGEC, qui avait notamment pour objectif, vous le savez, sur les dépôts sauvages, de faciliter la logique de la procédure, c'est pour ça que maintenant, en fait, il y a ce délai de 10 jours, et passé 10 jours, vous pouvez prononcer une amende d'un montant clairement inférieur aux 150 000 € parce qu'on est sur un montant de 15 000 €, mais du coup avec un peu moins de formalité. Montant, comme l'a dit Claire, maximum de 15 000. Donc il faut avoir une logique de proportionnalité. Vous n'allez pas mettre la même amende administrative si vous agissez contre un masque qui est déposé par terre. Alors, en vrai, pour un masque déposé par terre, il n'y a pas de logique à faire une procédure administrative du tout. Mais c'est pas grave, c'est juste pour bien comprendre que l'idée de la proportionnalité de l'amende, elle doit être liée finalement au désordre causé. Donc, il y a une proportionnalité à trouver. Il n'existe pas de grille. Je tiens à le dire, il n'en existe pas. On a souvent des collectivités qui nous demandent, ça n'existe pas. Donc, généralement, ce qu'on dit aux collectivités, c'est vous prenez les frais de nettoiement que vous avez estimés du dépôt sauvage en question, plus vous pouvez prendre en compte toute la charge administrative que ça a impliqué en interne. Tous les agents qui ont dû travailler, notamment sur la partie administrative, et ça vous donne à peu près le montant d'une amende qui serait considérée comme étant proportionnée. Alors, on a deux autres questions. C'est si le dépôt il pose des problèmes en matière de sécurité, est-ce qu'on peut enlever nous-mêmes rapidement? Peut-être répondre, Delphine. Alors, en fait, du point de vue juridique, vous pouvez enlever. Si vous le désirez, vous pouvez enlever. Sauf qu'il faut avoir conscience qu'à partir du moment où vous enlevez, le désordre est terminé. Donc, la procédure administrative n'a plus vraiment de sens. C'est plutôt la procédure pénale qui aura du sens dans ces cas-là. Deuxièmement, effectivement, on est dans une logique. Il y a deux logiques qui vont complètement s'opposer et on va y revenir. La première, c'est que je rappelle que le maire est autorité de police sur son territoire. Or, un dépôt sauvage qui est susceptible de causer des troubles à l'ordre public, parce que par exemple il est sur un trottoir, parce qu'il est glissant, parce qu'il y a un liquide qui s'échappe du dépôt sauvage ou autre, en fait, si quelqu'un derrière se blesse ou autre, il y a une logique de responsabilité. Donc, il faut vraiment agir. Donc, effectivement, vous avez la question, il y a un moment, il faut peser quelque part la question de qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux mettre fin à quelque chose qui présente un risque pour la sécurité, sachant qu'il faut aussi se poser la question de mettre en sécurité ses propres agents, ce qui est des fois compliqué aussi selon les dépôts sauvages qu'il y a sur le territoire, ou est-ce que je veux pouvoir enclencher ma procédure administrative? Les deux, quelque part, parfois, peuvent s'opposer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, on va le voir, on y reviendra après, je ne vais pas rentrer maintenant parce que c'est un sujet après, mais c'est sur la question de la prise en charge par les REP. Vous savez que la loi AGEC a mis en place la possibilité de prise en charge par les filières REP, de prise en charge financière, et en fait, il y a une obligation de laisser le dépôt sauvage sur territoire pour la prise en charge financière. Donc, il y a plein d'éléments qu'il va falloir prendre en compte dans le raisonnement.
Et donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est pour ça que la procédure administrative, elle est plutôt sur des gros dépôts. C'est-à-dire, même si vous aviez la volonté, vous n'êtes pas en capacité de les collecter en 10 jours, de toute façon. Parce que c'est un énorme dépôt sauvage, parce qu'il y a potentiellement de l'amiante, il y a potentiellement des difficultés de faire intervenir vos agents et autres. Donc, la procédure administrative, elle est plutôt sur les gros dépôts. Globalement, c'est ce qu'il faut retenir de cette dépôt. Donc oui, je suis d'accord, 10 jours, c'est long. Il y a un risque de surdépôt. Le dépôt, parfois, appelle le dépôt. Je suis bien d'accord avec vous, d'où l'objectif de bien s'interroger sur la finalité. Donc c'est pour ça que la procédure administrative, elle a plus de sens, globalement, sur les gros dépôts sauvages. C'est-à-dire, globalement, les dépôts que vous n'êtes pas en capacité de ramasser sur 10 jours. Et elle a du sens aussi sur les dépôts qui sont déjà existants. Alors, je ne sais pas sur votre territoire si vous en avez déjà, mais il y a beaucoup de territoires qui ont des zones dans lesquelles il y a des dépôts sauvages depuis des années et des années. Et donc, de toute façon, aujourd'hui, si la collectivité désire agir, en 10 jours, elle ne pourra pas résorber le dépôt sauvage déjà sur son territoire. Donc là, la logique, elle est vraiment là. Et on va le voir qu'il y a d'autres procédures, Claire va les détailler après, qui permettent d'avoir une action beaucoup plus rapide. Donc c'est en ça qu'il faut trouver justement toujours cette finalité. Je crois qu'il y a encore une autre question, Claire. Il y a 2 autres questions. Alors la première, j'ai peut-être raté une information en début de réunion, mais comment agir sur les communes rurales lorsque le pouvoir de police n'a pas été transféré par l'ensemble des communes de l'Interco? Un refus sur 18 communes. Donc je suppose que c'est pour le règlement de collecte, du coup. Je peux répondre et après tu complètes peut-être, Delphine. Alors, dans ce cas-là, pour les communes, vous n'allez pas avoir la compétence en matière de règlement de collecte, mais normalement, vous allez avoir la compétence en matière de dépôt sauvage et également la compétence en matière de police administrative générale. En fait, pour les communes, au niveau de la police administrative, vous allez être quasiment tout le temps avoir une compétence. Qu'elle soit via la police administrative générale ou via une police spéciale, vous allez pouvoir avoir toujours la possibilité de patrouiller, de mettre en place de la vidéoprotection, etc., parce que vous avez toujours la police administrative générale au niveau de la commune. Donc toujours le maintien de l'ordre public, salubrité publique, etc. Donc au niveau de la commune, ça ne pose pas trop de problèmes au niveau de l'intervention police administrative. Police judiciaire d'ailleurs. En fait, la mise en place d'une brigade au niveau communal, elle est assez facile, en tout cas facilitée. Alors qu'au niveau de l'Interco, c'est là où on va avoir des problématiques. C'est là où on va savoir s'il faut une police administrative spéciale, parce qu'en tant que telle, l'Interco, elle n'a jamais la police administrative générale, elle n'a jamais la police judiciaire. Donc là, les questions, elles vont être plus complexes au niveau de l'intercommunalité ou du groupement. Mais pour la commune, il y aura toujours une possibilité d'intervenir à ce niveau-là, en tout cas. Je ne sais pas si tu veux compléter, Delphine. Alors, au niveau de l'Interco, si vous représentez l'intercommunalité et que sur une partie de votre territoire, il y a eu un refus de transfert, sur cette partie de territoire, vous ne pouvez rien faire. On va se le dire tout à fait honnêtement. Vous n'avez pas la PJ et vous n'avez pas la police administrative spéciale. Donc, sur votre territoire, je ne sais pas si vous parlez du pouvoir de police dépôt sauvage, mais je pense que vous parlez du pouvoir de police dépôt contraire au règlement de collecte, à mon avis, sur votre question mode. Dans ces cas-là, sur ce bout de territoire, vous n'êtes pas autorité de police. Donc, vous ne pouvez, du point de vue légal, rien faire sur cette zone-là. Donc, c'est-à-dire qu'après, il faut trouver une coordination avec le maire et trouver la bonne logique entre la compétence collecte que vous exercez sur ce territoire et l'autorité de police que vous n'avez pas. Oui, vous pouvez intervenir sur toutes les autres, par contre, dès lors que votre président ou présidente de la structure qui exerce la compétence collecte n'a pas renoncé sur la totalité du territoire. Donc, imaginons, là, vous avez 18 communes, il y a 2 cas. Soit votre président a du coup renoncé face au refus. Dans ces cas-là, c'est chaque maire sur son territoire qui reste autorité de police spéciale, règlement collecte, et c'est seul lui qui peut agir. Donc après, il faut trouver quand même une logique avec l'intercommunalité, parce que c'est quand même elle aussi qui exerce la compétence collecte. Donc il faut trouver quand même une logique et une bonne entente pour faire quelque chose qui est pertinent. Deuxième cas, votre président n'a pas renoncé. Dans ces cas-là, il peut agir sur les 17 communes au titre, comme autorité de police règlement de collecte. C'est lui qui prend par voie d'arrêté le règlement de collecte, notamment. C'est lui qui est autorité de police administrative spéciale règlement de collecte. Par contre, sur le bout de territoire sur lequel il y a un refus, c'est le maire qui a ces pouvoirs-là. Et dans ces cas-là, il faut trouver une coordination. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, n'hésitez pas à compléter si vous avez besoin. Je te propose, Claire, de continuer. Il y avait une dernière question sur l'amende administrative. Ouais. Cette amende administrative, à qui est-elle transmise? Pourriez-vous préciser un peu plus le cheminement? Concrètement, dès lors qu'on va avoir un agent qui va constater un dépôt, il va faire le rapport de police, comme on a vu tout à l'heure. Ce rapport de police, il va le transmettre à l'autorité décisionnelle compétente en matière de police administrative. Ça va être
le maire ou le président de l'EPCI ou du groupement. Et c'est le maire ou le président du groupement qui va procéder à l'amende, enfin, qui va signer l'arrêté qui va être l'amende administrative en tant que telle et qui va le transmettre, du coup, enfin, qui va l'envoyer à l'auteur du dépôt, à celui qui est responsable au niveau administratif. Donc, il faut avoir l'identification de la personne, mais on l'envoie, on le transmet directement à la personne concernée. Je ne sais pas si Delphine, tu veux compléter. Non, mais c'est ça, j'ai juste complété dans le chat en disant que l'amende administrative, elle va au budget de la collectivité qui l'a émis quand elle est recouvrée, alors que le montant d'une infraction pénale va au budget de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est assez important, justement, oui. Parce que pour financer, un moyen un peu de financement quand vous avez des gros dépôts sauvages, enfin des grosses déchets sauvages, des gros déchets sauvages sur votre territoire, en passant par la procédure administrative, vous pouvez financer la résorption de ces déchets-là. Alors que si vous passez seulement par la procédure pénale, eh ben, c'est seulement l'État, enfin, les amendes en matière pénale, ça va à l'État, ça ne va pas à la collectivité. Donc c'est aussi un enjeu assez important financier, de savoir si on fait la procédure pénale ou la procédure administrative. Alors, on continue du coup sur les sanctions administratives. On a un petit tableau. Alors, je sais pas pourquoi mon PPT a décidé de bugger, voilà, mais ça va arriver. Vas-y, Ah, du coup j'ai la petite bande, voilà, c'est bon. Ok. Alors, les sanctions administratives, il y en a plein. On va juste s'attarder, on l'a déjà vu tout à l'heure, de toute façon, on a sur les amendes administratives, on a dit tout à l'heure, c'est maximum 150 000 €, c'est assez conséquent. Vous avez maintenant l'amende forfaitaire de 15 000 € qui a fait suite seulement au délai de 10 jours, qui est assez intéressante. Mais je voulais surtout vous parler d'une autre amende administrative qui peut être très intéressante sur votre territoire, c'est l'amende de 500 € pour entrave à la voie publique ou au domaine public. Cette amende, elle est assez intéressante si vous ne disposez pas justement de la compétence ou de la police en matière de déchets. Donc, si vous êtes une commune, par exemple, qui a transféré la compétence règlement de collecte, mais également dépôt sauvage, à votre intercommunalité, donc normalement, vous ne pouvez pas infliger de sanctions administratives en matière de déchets, en tout cas, puisque vous ne disposez pas de la police. Par contre, puisque c'est votre domaine public et qu'on peut avoir du fait du dépôt sauvage une entrave à la voie publique ou au domaine public, on pourra passer par cette amende-là. Donc cette amende, elle est toujours intéressante. On passe à la procédure pénale maintenant. Décidément, je ne sais pas pourquoi ça me fait un bug. Ok. Je n'ai pas d'explication, mais vas-y. Pas de souci. Procédure pénale. Première chose, c'est l'établissement d'un procès verbal, PV de constat. Ça, c'est la première chose à faire. Vous pouvez le faire en même temps que le rapport de police. On l'a vu tout à l'heure. Deuxième étape, donc c'est soit la transmission au procureur, ça va être pour les plus gros dépôts, soit on va pouvoir infliger directement ce qu'on appelle une amende forfaitaire. L'amende forfaitaire, c'est une amende qui a un montant déterminé et qu'on va pouvoir directement infliger. On n'a pas besoin de passer par le procureur. Donc ça, c'est plutôt pour les plus petits dépôts. Alors, si vous décidez de passer par la transmission au procureur, à partir de la transmission au procureur, vous perdez la maîtrise du dossier. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire. C'est le procureur qui va décider de l'opportunité d'engager des poursuites ou non. Il peut dire que non, il peut dire que oui, et là, vous n'aurez pas forcément d'informations sur ce point-là. Donc voilà, c'est vraiment une étape de non maîtrisée pour la collectivité ou le groupement. Désespérément. Ça se remet à chaque fois dans la même slide, c'est bizarre. Ouais, je reviens à une vieille... Vas-y. Alors, au niveau des sanctions pénales en tant que telles, vous avez une première infraction qui est celle justement du dépôt sauvage. Cette infraction, elle va être sanctionnée d'une amende forfaitaire, donc on peut faire directement après le PV de constat, comme je disais tout à l'heure, de 135 €, soit d'une contravention de 4e classe, donc là il faut passer par le procureur, qui sera un maximum de 750 €. Donc ça c'est pour le dépôt sauvage. Ensuite, vous allez avoir le dépôt contraire au règlement de collecte. Là, vous allez avoir une amende forfaitaire de 35 €.
ou une contravention de 2e classe, maximum 150 €. On y reviendra, mais vraiment, il y a un intérêt, comme l'a dit Claire. Quand vous êtes face à quelque chose de petit et que vous voulez agir, l'amende forfaitaire, vous savez, c'est celle que, alors vous avez peut-être jamais reçue, mais enfin, beaucoup en ont déjà reçu, c'est quand vous faites une petite infraction routière, par exemple. Vous êtes un petit peu au-dessus de la vitesse et vous vous faites flasher et vous recevez une petite amende forfaitaire directement chez vous, à votre domicile. Et majoritairement, vous la payez, en fait. Donc, c'est très simple. Vous la recevez, vous la payez et la procédure est terminée. À partir du moment où vous choisissez d'aller devant le procureur, comme l'a dit Claire, vous ne maîtrisez pas. Par contre, le montant peut être plus élevé. Le principe de l'amende forfaitaire, c'est que c'est généralement un petit montant, contrairement à la contravention, qui, elle, nécessite du coup l'intervention du procureur. Donc, c'est important d'avoir tout ça en tête dans le panel d'intervention entre l'amende forfaitaire qui permet de réagir vite, efficacement et qui généralement est payée, la sollicitation du procureur pour passer sur des contraventions ou voire au-dessus, on va y revenir après, avec des montants du coup qui sont qui sont plus conséquents. Et enfin, la partie administrative qui est encore une procédure différente et qui a l'intérêt surtout pour les gros dépôts. Et sachant que, comme l'a dit Claire, c'est et où on peut enclencher du pénal et de l'administratif en même temps. Les deux Pour les gros sont... dépôts, c'est d'ailleurs intéressant. Exactement. Hop, du coup, slide suivante. Alors, avant cette infraction-là, pour les personnes morales, donc pour les entreprises, il y en a une autre qu'on n'a pas mis. Oui, c'est vrai. C'est celle du dépôt sauvage à l'aide d'un véhicule. Donc ça, c'est une contravention de 5e classe. Et attention, par contre, pour cette infraction-là, on n'a pas d'amende forfaitaire. Un peu dommage, mais il n'existe pas d'amende forfaitaire, donc il faudra forcément passer par le procureur. Ouais, l'idée, c'est toujours cette proportionnalité pénale. À partir du moment où vous avez à partir du moment où vous avez utilisé votre véhicule, c'est qu'a priori, vous avez déposé quelque chose de plus volumineux, de plus conséquent. Et donc, il y a une infraction quand même un peu différente entre le petit dépôt sauvage, si vous me permettez l'expression, et le dépôt sauvage que vous avez fait à l'aide du véhicule, qui normalement a une intention un peu différente. Vous avez mis dans votre coffre, vous avez roulé et vous avez déposé, qui n'est pas forcément la même intention, des fois, que le dépôt sauvage, comme un mégot de cigarette qui est abandonné sur la voie publique. Donc, c'est cette idée-là. Et comme l'a dit Claire, effectivement, sur le dépôt sauvage à l'aide d'un véhicule ou le dépôt sauvage d'un véhicule qui sont à la même infraction, on est sur une amende de 5e classe sans contravention forfaitaire, sans amende forfaitaire. Et du coup, la dernière infraction, c'est la méconnaissance des dispositions du Code de l'environnement en matière de déchets pour les entreprises, pour les personnes morales. Donc là, c'est sanctionné beaucoup plus lourdement. Vous allez avoir 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. À chaque fois, c'est des sanctions maximales. Ça peut être proportionné, c'est proportionné. Nouveauté loi AGEC, on a la possibilité de confisquer le véhicule. Il faut que ça soit ordonné par le procureur. Et autre nouveauté assez intéressante, c'est la création d'une amende délictuelle forfaitaire. C'est-à-dire qu'on peut également directement infliger une amende de 1 500 € sans passer par le procureur. Donc ça peut être intéressant pour les entreprises qui font un dépôt sauvage. Voilà, donc je vais relaisser la main à Delphine pour vous parler justement de la loi AGEC, décret d'application et de la prise en charge des REP. Il y a une dernière question sur le chat qui est sur la question de l'identification. Alors, c'est clairement le point noir, c'est le point noir d'ailleurs de toutes les infractions de manière générale en matière pénale, toujours cette question de l'identification. Je rappelle juste qu'en matière pénale, la preuve est libre. Donc, l'objectif, c'est d'amener au maximum des preuves. Donc, ça peut être la facture, ça peut être un témoignage, ça peut être de la vidéoprotection, la vidéosurveillance qui depuis est ouverte par la loi AGEC. Voilà, donc il faut amener. Je sais que des fois, ça décourage quand on enclenche une procédure qui est très longue, qui est de se faire retoquer parce que finalement, la preuve n'est pas considérée comme étant assez solide. D'où l'intérêt aussi de l'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire, aujourd'hui, elle se pose, entre guillemets, assez facilement. Donc, elle peut être une manière globalement d'agir. Sur l'amende forfaitaire, vous avez la possibilité de le faire via un PV classique, mais il y a aussi les PV électroniques. Il y a des collectivités qui sont sur des PV électroniques. Alors, ça implique d'équiper vos agents de smartphone, tout simplement. Donc, il faut juste avoir conscience que ça implique un équipement supplémentaire. Mais l'avantage, c'est que vous avez une application qui vous guide pas à pas dans le PV adressé, et donc qui a l'avantage quand même d'éviter les erreurs humaines qui sont assez fréquentes sur ce genre de PV. Oh, pardon, excusez-moi. Est-ce que la vidéosurveillance peut être utilisée pour enclencher la procédure administrative ?
Je ne sais pas. J'ai un doute. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais plus comment c'est écrit dans la loi. Pour moi, la vidéo... Alors, je réfléchis juste à la manière dont est écrit le Code de sécurité intérieure. Le Code de sécurité intérieure dit qu'elle peut être utilisée pour les abandons de déchets. Et il ne me semble pas qu'elle dit réprimer au titre d'une infraction pénale. Il faudrait qu'on revérifie ça, Claire. Tu l'as en tête, toi? Moi, je ne l'ai pas en tête. Bah, moi, je dirais que oui. Parce Je qu'en pense tant que que oui, justement, parce que c'est du fait de la police ouais. administrative qu'on peut mettre en place de la vidéoprotection. Donc, pour moi, oui, il n'y a pas forcément Je de pense blocage. aussi. Mais à revérifier, oui, effectivement. Ouais, il faudra qu'on revérifie la manière dont c'est formulé, au cas où qu'il n'y ait pas un truc, une écriture un peu particulière. Mais effectivement, le Code de sécurité intérieure, la vidéoprotection, de toute façon, on est sur des mesures administratives hein, par essence. Donc je rappelle juste que si vous avez déjà la vidéoprotection qui est déjà mise en place sur votre territoire, si vous voulez l'utiliser ou en rajouter, mais en tout cas l'utiliser pour les dépôts de déchets, il faut bien refaire une déclaration aux préfectures hein, pour que son objet soit modifié pour cette infraction-là. Mais vous avez ces éléments-là, effectivement, qu'il faut compléter. Donc, on va revérifier avec Claire, mais a priori, je pense que ça ne pose pas de souci, mais il faut quand même qu'on vérifie, qu'on ne vous dise pas de bêtises. On vérifie, puis on le rajoutera dans le support. Sur la loi AGEC, donc on a pas mal de décrets d'application. Donc, on a le fameux décret sur la sermentation, mais que vous savez qui doit être remodifié. Globalement, vous le savez qu'on a aussi la filière PMCV, hein, donc c'est la filière effectivement sur les déchets du bâtiment, si je schématise, donc qui est mis en place par le décret du 31 décembre 2021. Et donc, avec une reprise sans frais hein, de ces déchets qui est mis en place, avec cette nouvelle filière de REP hein, qui est en cours. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui extrêmement poussé, hein, je pourrais vous mettre des éléments complémentaires. Mais effectivement, on va avoir des logiques de filière REP qui sont mises en place, notamment sur cette filière pour lutter contre les dépôts sauvages. Ce décret prévoit du 31 décembre 2021 prévoit la constitution d'un réseau unique de maillage. Donc, il va s'appuyer sur des déchetteries publiques, sur des déchetteries privées, sur des distributeurs aussi également, avec des points de reprise qui devront répondre à 5 objectifs. Donc d'abord, les déchets pro et les déchets ménagers. Deuxièmement, les logiques des 10 minutes 20 km qui doivent être respectées. L'accueil des 7 flux ou l'accueil en mélange. Mais également des capacités d'installation de reprise hein, qui doivent être retrouvées sur ces logiques-là. Donc on va avoir plusieurs critères globalement à respecter. Une concertation qui devra avoir lieu à l'échelle régionale sur ce maillage de cette nouvelle filière PMCB. Et également, vous le savez, une reprise par les distributeurs qui est possible. C'est uniquement pour les distributeurs qui ont 4000 m² hein, de surface commerciale PMCB. Donc, c'est quand même assez réduit sur la prise financière, la reprise par les distributeurs sur les territoires. Sur le cahier des charges, du coup, il est en cours de consultation, hein, ce cahier des charges, parce que c'est une filière REP, donc il y a toute cette étape hein, qui est en cours. Donc, il y a la caractérisation des zones sur la distance des 20 km, des conditions de déploiement progressif des installations, bien sûr des éléments de prise en charge financière. Voilà, vous avez tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui en coordination et en consultation dans le cahier des charges, et c'est donc notre collègue Christelle Rivière hein, en interne avec Olivier Castagno qui gère effectivement ces éléments-là. L'autre élément sur les décrets d'application, excusez-moi, j'ai un petit bug. Bon, c'est pas grave. C'est sur effectivement la prise en charge des coûts de résorption des dépôts sauvages. Donc ça, c'est la loi AGEC qui a mis en place cet élément-là, qui a prévu effectivement que les filières REP contribuent à la prise en charge financière des dépôts sauvages. Donc elle va à la fois pouvoir prendre en charge les dépôts illégaux de déchets, avec des seuils, donc c'est 100 tonnes ou 50 tonnes après tri. Donc ça va finalement être quand même sur les gros dépôts, c'est ça qu'il faut avoir conscience. Et enfin, une prise en charge financière aussi pour les opérations de nettoiement. Donc sur les dépôts illégaux de déchets, ce que je vous l'ai dit, c'est les dépôts sauvages de plus de 100 tonnes, hein, donc avec une prise en charge par les filières REP qui ont des produits qui relèvent de leur agrément. Donc la difficulté, c'est qu'on va avoir une multitude d'interlocuteurs hein, sur cette logique de prise en charge financière, et ne sont pas concernés les éco-organismes dont la quantité de déchets est inférieure à 0,1 tonne.
Donc, un seuil de 100 tonnes avec, du coup, des éco-organismes qui vont intervenir dès lors qu'ils ont des déchets qui sont présents pour plus de 0,1 tonne sur le territoire. Je ne vais pas rentrer également dans le détail sur ce sujet-là, mais globalement, il y a plusieurs cas. Soit la collectivité, elle va décider elle-même de résorber le dépôt, et dans ces cas-là, en gros, c'est elle qui va agir et se faire prendre en charge une partie financière par les éco-organismes à 80%, ou elle pourra choisir de faire, de confier la résorption à un éco-organisme. Enfin, en tout cas, qui va être une personne qui va être désignée par les éco-organismes, donc avec une coordination des éco-organismes qui va être matérialisée dans une convention. Vous allez voir, c'est assez lourd comme procédure aujourd'hui. Et dans ces cas-là, la collectivité intervient à hauteur de 20%, donc c'est une prise en charge toujours à 80% des coûts. J'ai tout qui bug chez moi, je ne sais pas pourquoi. Ça, Pour les opérations de nettoiement, enfin, il y aura une contribution financière par les filières de REP pour les coûts de gestion de nettoiement, mais que pour certains produits. Donc, on va retrouver les emballages, bien entendu, le tabac, les chewing-gums et les textiles sanitaires à usage unique, avec la définition d'un barème unique. Sur cette question-là de prise en charge financière par les REP, on pourra vous mettre avec Claire, si vous le désirez, le forum qu'on a fait au congrès d'Amorce en octobre, qui était venu reprendre toutes les étapes pour l'instant à respecter. Vous allez voir que la procédure, elle est très fastidieuse, très compliquée. Donc nous, on est en train d'échanger avec les éco-organismes pour essayer d'avoir un système le plus simple possible pour les territoires. Mais dès à présent, je dois vous signaler que la procédure est en même très complexe et qu'elle implique sur les dépôts sauvages d'abord une action uniquement sur les gros dépôts sauvages avec des procédures quand même, une procédure à appliquer pour la collectivité qui sera quand même une procédure assez longue, voire assez périlleuse. Et donc voilà, on continuera à échanger sur ces sujets-là avec vous. Et dès à présent, je vous inviterai à participer pour ceux qui le désirent. On aura un webinaire plutôt en fin d'année qui traitera de cette prise en charge financière par les REP des dépôts sauvages. Donc là, et qui permettra d'avancer sur tous les objectifs que nous travaillons avec les éco-organismes en ce moment. Et puis pouvoir vous proposer une procédure la plus simple possible dans le cadre réglementaire tel qu'il est prévu, qui est un cadre réglementaire très contraint. Voilà, j'en ai fini sur la prise en charge financière par les REP. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions pendant que je parlais qui étaient plutôt sur avant, il me semble, Claire. Oui, c'est ça. Donc, on va reprendre si tu veux que je te relaie du coup quelques questions. Ouais. Alors, les deux premières qui sont liées, c'est sur la possibilité d'utiliser les pièges photographiques, notamment les caméras de chasse. Alors, il n'y a absolument aucun souci d'utilisation. C'était déjà le cas avant la loi AGEC. En fait, ce qui était interdit, c'était, je vous l'ai dit, en matière pénale, de toute façon, la preuve est libre. Sur les pièges photographiques, notamment chasse et autres, ils sont déjà utilisés par de nombreuses collectivités depuis des années. Ce qui était impossible, c'était la vidéoprotection, parce que la vidéoprotection, elle est très, très encadrée en France. En ce qu'elle porte atteinte à la liberté, notamment d'aller et venir, parce que la grande distinction entre le piège photographique et la vidéo, c'est que la vidéo permet de savoir où on va et d'où on vient, contrairement au piège photographique. Donc voilà, donc il n'y a absolument aucune incapacité aujourd'hui à utiliser ces pièges, c'est déjà le cas. Et l'OCLAEPS, donc, qui est l'agence de gendarmerie spécialisée en la matière, l'utilise depuis de nombreuses années et incite les collectivités à l'utiliser. Alors, question suivante. Comment faire accepter un dépôt sauvage de pneus dans une fosse qui est normalement refusé par déchetterie? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre exactement la question. Moi non plus. Si Jacques Lafitagnac pouvait peut-être nous répéter la question par oral pour bien comprendre. Je pense que votre question, c'est toujours la difficulté, effectivement, qu'on a des modalités de collecte en déchetterie qui, des fois, refusent certains déchets ou ont des horaires. Je réitère, l'incivisme ne peut pas être justifié uniquement par des contraintes qui sont celles du service public. Le service public, c'est un service public qui fait preuve d'une forme de mutabilité déjà quand même assez adaptée, avec des horaires souvent en déchetterie qui sont quand même de plus en plus conséquent par rapport à il y a quelques années. C'est un motif qu'on retrouve souvent. Beaucoup de personnes nous disent oui, mais c'est parce que la déchetterie, elle est fermée. Aujourd'hui, c'est pas un motif qui est entendable. Il y a quand même beaucoup de solutions pour se débarrasser de ces déchets. Je dis pas qu'il y a des solutions idéales et parfaites, mais c'est un motif quand même sur lequel il faut travailler. L'incivilité, l'incivisme ne peut pas être justifié par une contrainte qu'impose le service public de manière générale. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je sais que c'est assez théorique aussi ce que je vous réponds, mais globalement,
légalement, ça ne peut pas être un motif qui justifie une incivilité, et notamment sur le dépôt sauvage. Du coup, pour la question d'après, pour être bien sûr d'avoir bien compris, la collectivité a la compétence déchets et a mis en place un règlement de collecte. Seules quelques communes ont souhaité conserver leur pouvoir de police spéciale. Sur la globalité du territoire, nous n'avons donc que le pouvoir de police administrative. Non. Vous avez ce pouvoir de police administrative spéciale, règlement de collecte, vous l'avez uniquement sur les territoires où les maires, j'insiste, et pas les communes, c'est les maires, n'ont pas notifié leur opposition au transfert. Sur tous les territoires où les maires ont notifié leur opposition au transfert, vous n'êtes pas autorité de police. C'est-à-dire que votre règlement de collecte, il doit être adopté par arrêté du maire sur ces territoires et non pas par arrêté du président de la structure qui a la compétence collecte. Vous n'avez jamais PJ. Déjà, PJ, vous pouvez vous le retirer de votre tête, vous ne l'avez pas, quoi qu'il se passe. Mais en matière de police administrative spéciale, règlement de collecte, vous ne pouvez l'avoir que sur les territoires sur lesquels il n'y a pas eu opposition. Sur les territoires sur lesquels il y a eu opposition, vous n'êtes pas autorité de police administrative spéciale. Et donc, règlement de collecte doit être adopté par arrêté du maire et non pas par un arrêté du président de la structure qui exerce effectivement la compétence collecte. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un complément de question juste après, justement. Si nous voulions mettre en œuvre des sanctions pénales, nous aurions tout de même la possibilité d'assermenter des agents, mais le décret est en attente, c'est bien cela. Alors oui, c'est bien cela, justement. Vous pourrez bientôt assermenter des agents spéciaux en infraction déchets. Comme on l'a dit, il y a des montages un peu compliqués aussi qui pourraient passer par les gardes particuliers ou par les gardes champêtres. Ça, c'est également possible au niveau intercommunal ou groupement. Même si ce n'est pas spécialement pour la matière déchets, c'est possible de passer par là. Pour l'instant. Mais on attend, le mieux, ce sera quand il y aura ce décret qui sera sorti et vous aurez la possibilité d'assermenter des agents clairement pour verbaliser les infractions en matière de déchets. Voilà, on avait une autre question de Marianne Girard sur un avocat qui avait indiqué que le pouvoir transféré de fait aux collectivités à compétence collecte n'était que celui de réglementer. Règlement de collecte, mais que le pouvoir de police associé restait du ressort du maire. Alors, le pouvoir administratif spécial est transféré au président de la structure de la compétence collecte, sauf si opposition. La PJ n'est jamais transférée. Donc, c'est ça qui est important, et c'est en ça que la nouveauté de la loi AGEC est très intéressante quand elle sera passée sur cette assermentation, ce qui va finalement permettre effectivement d'avoir des actions, même en n'étant pas autorité de PJ. Pour autant, le transfert, c'est bien le transfert du pouvoir de police administrative spécial en tant que tel. Alors, je sais qu'il y a certains avocats qui disent que c'est uniquement la possibilité d'édicter un règlement de collecte. Il n'en reste pas moins que le règlement de collecte peut édicter des sanctions administratives. Et donc, parce que ces sanctions administratives peuvent être dans un règlement de collecte, le président de la structure de la compétence collecte et autorité de police administrative spéciale règlement de collecte, c'est bien cette lecture-là qui est admise aujourd'hui et par les juges et par les ministères. Oui, bah, du coup, tu as répondu à la question, le complément de la question, c'était est-ce que le pouvoir de police qui était transférable ne concernait que le code de l'environnement, donc les dépôts sauvages, et pas les dépôts contraires au règlement de collecte. Mais comme tu l'as dit, le règlement de collecte peut avoir directement, enfin, mettre en place des sanctions, et donc du coup, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Je ne sais pas si on a répondu à la question, du coup. Il y avait une autre question. Sur le relevé d'identité. Non, le relevé d'identité est extrêmement encadré et les agents assermentés ne peuvent pas faire un relevé d'identité. La seule chose que peuvent faire les agents assermentés des collectivités, ça va être la recherche de preuves. Du coup, alors de manière réduite, mais ils vont pouvoir effectivement collecter des factures s'il y a des factures, notamment, je vous rappelle, en matière pénale, la preuve est libre. Elle a déjà été admise par le juge, donc il faut l'utiliser au maximum de cette manière-là. L'autre élément, effectivement, c'est que vous ne pouvez pas relever l'identité. Vous n'avez pas une capacité de le faire. Pour autant, aujourd'hui, le lien qui a été fait par la loi AGEC et la loi OFB, c'est notamment quand il y a un véhicule, ce qui peut être intéressant, notamment en matière de vidéoprotection. Quand la vidéoprotection est mise en place, c'est souvent pour relever les zones où il y a quand même du dépôt sauvage conséquent, et souvent à l'aide d'un véhicule. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de relever la plaque d'immatriculation. Cette plaque d'immatriculation, effectivement, peut être relevée. Et aujourd'hui, de la même manière que quand vous faites une infraction routière, c'est celui qui est titulaire du certificat d'immatriculation qui est d'abord reconnu comme étant le coupable de cette infraction-là. C'est la même chose sur les dépôts sauvages. Donc, en fait, ce sera la personne qui est propriétaire du véhicule qui recevra
le PV, le PV forfaitaire, enfin l'amende forfaitaire, excusez-moi. On a encore une question sur les pneus. Au sujet des pneus, la question était peut-être par rapport aux pneus non acceptés par la filière. Exemple, pneus coupés ou encore jantés. Alors ça, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Je comprends l'idée qui est de se dire c'est parce qu'il y a des filières qui prennent pas en compte les pneus mais je suis pas sûre de. Je pense que Marie voulait éclaircir la question sur les pneus qui était précédente, mais du coup je suis un peu embêtée parce que j'ai toujours la même chose, peu importe que les pneus soient acceptés ou pas par une filière ou pas, un dépôt sauvage. Enfin, c'est pas un argument en tout cas qui pourrait être mis en avant. Du point de vue juridique, en tout cas, par un administré qui dirait bah oui, mais moi je l'ai mis là parce que je ne sais pas où le mettre ailleurs. Du point de vue, en tout cas, pénal, cette réponse-là n'est pas entendable, ça c'est une certitude. Lucille, vous aviez une question sur le transfert du pouvoir de police. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous regardez dans les 6 derniers mois, enfin dans les mois qui ont suivi l'élection de votre président, si oui ou non, il y a eu un renoncement qui a été formalisé. Il doit être formalisé, c'est une notification par écrit, hein, ça doit être formalisé très clairement. Si ça n'a pas été formalisé, le pouvoir de police, c'est bien à votre président de structure. Votre président de structure. Pour autant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une pérennité des actes de police. C'est-à-dire si demain, il y a un transfert qui ne se fait plus, par principe, un règlement de collecte qui a été adopté par une autorité compétente reste pertinent sur le territoire jusqu'à ce que la nouvelle autorité le dénonce. Il y a une logique de pérennité d'acte, si je peux le dire de cette manière-là. Donc, ce qui permet, si vous avez un règlement de collecte qui a été adopté sur le territoire par votre président, parce qu'il était autorité de police, si demain, suite à un renouvellement, deux maires décident de récupérer leur pouvoir de police, l'arrêté qui avait été adopté reste pertinent sur leur territoire parce qu'il avait été pris par l'autorité de police compétente. Il y a une continuité d'autorité de police jusqu'à ce qu'ils le dénoncent eux-mêmes. Donc aujourd'hui, votre règlement de collecte est valable. Pardon, excusez-moi. En fait, ma question était justement parce que je ne retrouve pas de traces du transfert de la police spéciale du règlement de collecte. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été transféré à un moment donné. Si vous n'avez trouvé aucune trace, c'est qu'elle a été transférée. Normalement, si vous retrouvez une trace, c'est qu'elle n'a pas été transférée. C'est bien cette idée-là. Ah, ok. D'accord. Okay. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas une notification express, ça veut dire qu'elle a été transférée. Il n'y a pas d'acte, en fait, au transfert. Il y a un acte uniquement au refus de transfert. Donc, si vous ne trouvez rien, il n'y a pas de refus, normalement. Et la question, parce que la question est posée à chaque conseil, c'est ça? Non. À chaque pas conseil, à chaque installation. Ah, voilà. À chaque renouvellement de votre président. OK. Donc, si vous ne trouvez rien au dernier renouvellement, dans les 6 mois qui ont suivi ces derniers renouvellements, si vous n'avez pas une notification, ça veut dire qu'il y a bien eu transfert. OK. On avait une autre question de Thomas Dubroca. Pouvez-vous revenir sur la procédure et le statut des agents commissionnés? Alors, est-ce que vous parlez bien des agents commissionnés ou des agents assermentés? Commissionné, c'est pour l'exercice de la police administrative et il n'y a pas forcément de procédure particulière, c'est assez simple. Assermenté, c'est vraiment pour la police judiciaire et c'est les nouveautés un peu de la loi AGEC, etc. Je pense que c'est sur ça que vous vouliez peut-être revenir. C'est vrai qu'on n'a pas mis la slide sur l'assermentation, mais globalement, oui. L'assermentation, elle est... Pardon. Excusez-moi. Pardon. Ma question portait, oui, sur quelle procédure mettre en place pour commissionner des agents. Parce que pour moi, l'assermentation, c'est clair, c'est les agents commissionnés, en fait. Ah. Merci. Delphine, tu me diras si je me trompe, mais il n'y a pas de procédure particulière en tant que telle à respecter. Il faut seulement que le maire ou le président de l'EPCI commissionne un de ses agents, donc juste donne un ordre de mission pour exercer ou pour en tout cas prendre les mesures d'exécution de la police administrative. Mais il n'y a pas de procédure particulière à respecter. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Delphine. Non, c'est ça. Autant la sermentation, il y a quand même un cadre assez strict à respecter dans la sermentation parce que vous agissez sur un volet qui est un volet pénal, mais en matière de sanctions administratives, vu qu'on n'est pas sur une action de punition, mais sur une action de réparation en tant que telle, l'ordre de commissionnement,
Ce qu'on vous conseille, c'est quand même de le formaliser par un ordre de mission, comme le dit Claire, pour que ce soit clair et que tout soit un petit peu délimité. Mais globalement, il n'y a pas de formalisme particulier, il n'y a pas de procédure à suivre, il n'y a pas de formation particulière à suivre, contrairement à l'assermentation, où vous savez qu'il y a une formation à suivre en matière de police judiciaire notamment. C'est une formation assez légère, mais il y a quand même une formation à suivre. Ce n'est pas du tout le cas pour le commissionnement. Donc c'est très simple. Alors, il y avait aussi la question de la fouille des poubelles. Est-ce que les agents commissionnés et assermentés peuvent ouvrir les sacs poubelles pour rechercher les éléments de preuve? Ça, c'est un débat éternel. Il y a toujours la question de qu'est-ce que j'ai le droit de faire en termes de propriété ou autre. Il y a quelques décisions de justice qui l'ont toujours validé en l'état, notamment en appuyant le fait qu'en matière pénale, la preuve reste libre. Par contre, c'est une preuve qui est assez simple. Hein. Donc, c'est la solidité de la preuve qui sera plutôt remise en question. C'est-à-dire que la difficulté sur une fouille de poubelle, c'est si vous trouvez une preuve, la personne peut très bien dire que c'est pas parce qu'il y a sa facture que c'est elle la responsable du dépôt. Donc, la solidité de la preuve sera une preuve assez réduite. Aujourd'hui, pour autant, globalement, tout le monde s'accorde à dire, majoritairement, alors dans certains cas, vous trouverez des avocats, bien sûr, qui vous diront qu'il vaut mieux pas ouvrir, hein, on en a bien conscience, mais majoritairement, en tout cas, c'est la position également du ministère et autres. Aujourd'hui, on estime que la fouille de poubelle peut être pertinente. On a une autre question sur les ASVP et agents territoriaux sur la voie publique. Donc, un ASVP ou un agent territorial sur la voie publique muni d'un PV électronique ne peut pas relever l'infraction par ce biais, mais seulement faire une procédure écrite en relevant les indices sans pousser dans des investigations. Je pense que c'est la question sur l'identification du contrevenant. Je sais que Nantes était en train de régler Nantes qui utilise le PV électronique était en train de voir cette difficulté et que globalement ils arrivaient quand même à la contourner, mais je ne me souviens plus comment ils faisaient. Il faudrait qu'on reprenne attache auprès d'eux parce qu'ils en ont parlé la dernière fois, mais je ne me rappelle plus de leur solution. Tu l'as plus toi non plus la solution en tête, Claire? Non, je me souviens plus. Je sais qu'ils nous ont parlé de cette problématique de l'identification. Je crois que c'était sur la date de naissance, du coup. Oui, c'était le problème de la date de naissance qui était gênant. Je crois qu'il y a M. Veluet qui a levé la main, il me semble. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est difficile à contourner puisque quand on rédige une procédure simplifiée, c'est-à-dire une amende forfaitaire d'un PV électronique, hein, ou avant ce qu'on appelait le timbre-amende, il faut un auteur, et pour l'auteur, pour caractériser justement l'identité d'auteur, il faut la date de naissance. Donc à l'heure actuelle, pour avoir la date de naissance d'un auteur, il faut effectivement lui demander. C'était ma question aussi sur le relevé d'identité. Donc à l'heure actuelle, concrètement, je ne sais pas même si Nantes, comment elle détourne le problème, mais concrètement, pour ces infractions-là, pour ces agents-là, ils ne peuvent pas relever par PVE, même s'ils ont la compétence pénale, ils vont pouvoir le faire que par procès-verbal écrit, ce qui va nécessiter derrière une audition, une suite pénale différente par l'OMP en fonction du choix. Donc, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'en étant la compétence à des agents, mais en restreignant le mode de constatation, ce qui entraîne une lourdeur dans la suite, notamment au niveau des parquets et des OMP, hein, et qui pose problème. Oui, et justement, alors je sais que Nantes a réussi à contourner le problème, justement, notamment quand il y a une identification de plaque d'immatriculation. Et je sais qu'ils avaient pris attache auprès effectivement de Rennes pour faire évoluer potentiellement les modèles de constatation, pour voir si on pouvait faire évoluer cette solution-là. Donc c'est une difficulté qui a été remontée également au ministère. L'objectif, c'est de simplifier au maximum. Et donc il y a une action qui est en cours en ce moment avec le ministère des collectivités territoriales et le ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qu'il faut souvent convaincre en la matière, pour simplifier la procédure, pour avoir une opérationnalité sur cette question des dépôts sauvages, qui aujourd'hui est encore réduite sur de nombreux sujets. Oui, et tout est la problématique là, puisqu'à l'heure actuelle, les ministères publics sont encombrés, notamment pour élargir aux problématiques des infractions aux arrêtés municipaux par les policiers, qui ne font pas partie de l'amende forfaitaire et qui sont des procédures écrites. Et là, on est dans la même problématique, c'est-à-dire qu'on décide d'étendre la compétence à des agents pour, entre guillemets, continuer ou augmenter le contrôle, notamment sur tout ce qui est voie publique, ville, avec les conteneurs, les sacs déposés, etc. Et on n'a pas simplifié la procédure, ce qui fait que derrière, les suites pénales sont souvent très restreintes. Oui.
On va recouper, on va revenir auprès de Nantes, et puis on va relancer aussi le ministère sur ce sujet pour savoir où ils en sont. Alors ça fait pour être tout à fait honnête, à peu près 5 ans que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des collectivités territoriales nous disent travailler sur ce sujet-là. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup avancé, mais ça devrait arriver. Donc on va reprendre la tâche auprès d'eux pour avoir des éléments nouveaux pour pouvoir vous compléter tout ça. Alors, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant, en tout cas sur le chat, sauf si j'en ai loupé une. Après, si vous voulez poser des questions, vous pouvez directement aussi lever la main pour les poser à l'oral. Il nous reste encore un petit peu de temps. Bien, on a peut-être fait le tour, sinon, je ne sais pas, peut-être repasser la main à la région. Ah. Oui. C'est bon? Vous m'entendez? Je crois qu'il y a une autre question qui est apparue, non? Ah. Alors. Je ne suis pas sûre, ça bug un peu, c'est un peu lent. Oui, c'est Thomas Dubroca qui a reposé la question. Oui, sur la procédure d'assermentation, on vous remettra la slide dans le PPT. En fait, on l'avait enlevé parce qu'on trouvait qu'on avait déjà un PPT assez lourd, assez long. Donc, on a eu peur avec Claire de pas réussir à respecter le timing. Donc, celle-là, on l'avait fait sauter, on vous la remettra. Mais effectivement, il y a une formation au préalable en droit et procédure pénale qui est obligatoire. Et aujourd'hui, c'est le CNFPT a monté cette formation, effectivement. Ils l'ont testée depuis la rentrée. Donc nous, on avait contribué, on était dans le groupe de travail du CNFPT pour monter cette formation avec eux. Et donc effectivement, aujourd'hui, le CNFPT dispense cette formation. J'en profite également pour vous signaler que cet été, on va lancer une enquête sur le sujet de l'assermentation auprès des collectivités pour voir un petit peu comment elles ont mis en place cette question d'assermentation, un petit peu tous les éléments, pour avoir un peu des retours d'expérience à partager auprès de toutes les collectivités sur les possibilités, sur les choix, sur les formules, pour avoir une petite vision un peu plus complète. Il y a une main qui vient de se lever également. Bonjour. Justement, concernant le commissionnement et la sermentation, comment ça se passe pour les anciens agents qui ont été commissionnés à sermenter, pour lesquels le CNFPT ne délivrait pas de formation? Est-ce que c'est toujours valable ou pas? Alors, que je vous explique mon cas. Moi, j'ai assermenté des agents de la commune, je les ai commissionnés sur les mêmes bases qu'un ASVP, mais sans en fait la compétence police-route, justement dans le cadre de la lutte des dépôts sauvages et qui puissent relever ces infractions-là. Cet arrêté de commissionnement, je l'ai monté au tribunal, sans formation particulière, puisque je les ai formés en interne. Et j'ai pas eu de la part du tribunal aucune levée ni rien. Ils ont monté les procédures et pour le moment, j'ai aucune difficulté par rapport à ça. Alors, est-ce que vous parlez de votre commissionnement ou de votre assermentation? Assermentation. D'accord. Donc, tout d'abord, un commissionnement et ensuite, donc, pour la partie administrative, des choses comme ça pour lutter contre ce dépôt. Certaines fois, ils montent les procédures judiciaires sur les PV d'infraction. Alors, sur différents domaines, on parle de déchets, mais ça peut être aussi sur tout ce qui est débordantes sur la voie publique, qui sont également des infractions, entre autres sur la signalisation routière. Ils ont été assermentés, j'ai monté le dossier au tribunal et j'ai pas eu d'objection de la part du tribunal. Alors, en fait, avant, il y avait déjà la possibilité, effectivement, pour les collectivités d'avoir quelques agents, effectivement, qui pouvaient agir. C'était une procédure un peu compliquée, qui, en fait, concernait normalement, en grande partie, des agents de catégorie A, ce qui fait qu'en fait, les collectivités utilisaient très peu cette procédure, d'autant qu'elle était quand même compliquée à pratiquer. Il y a quelques territoires, peut-être votre cas également, qui ont réussi néanmoins à avoir des assermentations d'agents qui répondaient plus ou moins au cadre réglementaire. Je connais des territoires qui ont assermenté des agents de catégorie C, alors que clairement, ce n'était pas possible dans le cadre réglementaire. Ça a été accepté néanmoins. Donc,
si vous avez réussi à assermenter sur une base légale qui n'est pas celle de la nouvelle assermentation telle que prévue, a priori, cette assermentation reste pertinente. Je dis juste, elle n'est pas remise en cause parce qu'en fait, vous utilisez une autre logique d'assermentation qui n'est pas la nouvelle assermentation ouverte par la loi AGEC. Donc, en fait, vous passez par d'autres dispositions qu'ont d'autres collectivités qui ne fait pas tomber l'assermentation de vos agents, puisqu'ils sont assermentés pas sur cette disposition de la loi AGEC, mais sur une autre disposition. Donc, aujourd'hui, ça reste pertinent, normalement. Si pour autant, vous décidez aujourd'hui d'utiliser la nouveauté de la loi AGEC, qui permet d'assermenter de manière beaucoup plus large, parce qu'il n'y a plus d'exigences de catégorie et autres, ce qui permet à beaucoup de collectivités, ce que disait Claire, d'utiliser des agents qui font aujourd'hui de la sensibilisation et d'avoir vraiment une logique beaucoup plus large, ça permet aussi, il y a quelques collectivités qui le font, qui utilisent des agents qui vont être reclassés parce qu'ils ne peuvent plus physiquement exercer la profession ce qu'ils exerçaient avant. Enfin, il y a plein de configurations qu'on va retrouver sur le territoire. Donc, si aujourd'hui vous utilisez la capacité de la loi AGEC, effectivement, il faut impérativement faire cette formation. Si vous avez réussi à assermenter, sous réserve de la légalité de cette assermentation, mais si vous avez réussi à assermenter précédemment, quelle que soit la logique de l'assermentation, elle reste valable. Elle ne tombe pas du fait de cette nouvelle disposition de la loi AGEC, en tout cas. D'accord. Ok. Ça ne fait pas tomber tout ce que vous avez mis en place sur votre territoire, quoi. Heureusement. Non, mais ça permettait d'avoir des agents territoriaux, en fait, qui étaient assermentés, entre autres, sur les dépôts sauvages et ces recherches d'infractions. Dans le cadre, c'est notamment sur le RSD, parce qu'on retrouve pas mal de choses sur le RSD, et ça permettait de travailler dans ces domaines-là. Et c'est un bon complément au travail d'une police municipale où on n'a pas forcément, vu les domaines de compétences à l'heure actuelle des polices municipales et les grands écarts qu'on nous demande, ça permettait d'avoir justement des agents qui étaient reclassés, qui permettaient de lutter contre ces choses-là. Oui. En fait, ce qu'on disait au début, il n'y a pas une solution idéale, il n'y a pas une situation parfaite à appliquer. Ça va vraiment dépendre de chaque territoire, déjà des actions qu'il y a sur le territoire, de leur situation, des agents qui sont disponibles. Et donc, c'est vraiment cette logique-là qui fait qu'en fait, il n'y a aucune brigade en fait, qui va véritablement se ressembler, ne serait-ce parce que les autorités de police vont être variables et pas toujours les mêmes sur les territoires, et parce qu'on va utiliser des agents des fois qui sont déjà là, ou au contraire aller sur les logiques d'assermentation nouvelle de la loi AGEC. Mais voilà, il y a vraiment une grande disparité sur les territoires, et aujourd'hui, on peut vous donner plein d'exemples, mais souvent, il n'y a aucun exemple qui collera complètement à votre situation. Merci. Je vous en prie. Bon, il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Il y a Merci encore beaucoup. une main levée. Ah, oui, c'est la même que tout à l'heure. Ah. Merci à vous pour votre présentation. Les échanges ont été très riches. On vous propose de poursuivre cette thématique fin mars. On vous précisera la date. On est en train de caler la date avec les intervenants sur les retours d'expérience de différents types de collectivités, avec différentes tailles de collectivités, pour que chacun puisse s'y retrouver. Et nous aurons une troisième réunion sur l'état des lieux et la définition des mesures à mettre en œuvre. Je laisse le soin à ma collègue de mettre la présentation des contacts au sein de la région sur l'animation. Oui, il faudrait qu'on me rende la main sur l'affichage. Alors, normalement, tu l'as. Ok. C'est bon pour toi? Bah, dites-moi si c'est bon pour vous. C'est bon. Tu peux le mettre en diaporama. C'est bon? Non. Là, non, on a un écran noir. Ok, je recommence. Là, c'est bon? Oui. Alors, il n'est pas en mode diaporama, j'espère que mais a priori, ça a l'air incompatible. Je peux réessayer, mais...
Non, mais je pense que ça convient. Donc, voilà, n'hésitez pas, voilà, voici les coordonnées des différents contacts selon votre territoire. L'accès aux questions-réponses. Alors, il y a eu les questions, les réponses n'étaient pas forcément par écrite, mais on essaie de les charger sans souci. On vous fera parvenir également la présentation. Et n'hésitez pas à nous indiquer vos besoins et vos attentes sur d'autres thématiques en termes de groupe de travail. Voilà, on essaiera de se caler au mieux selon le nombre de retours. Voilà, écoutez, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore merci à Delphine et Claire pour leur présentation. Et donc à très vite. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Merci. Merci. Merci.